naître, mourir et renaître. Et cela autant de fois que nécessaire. Une loi universelle ignorée, adoptée ou crainte en fonction des croyances. Un mystère fascinant. Un moment suspendu entre la fin d'un souffle et le début d'un autre. Un passage délicat guidé par des présences lumineuses, pour certains bienveillantes et pour d'autres malfaisantes. Sylvain Didlot, canal et auteur, nous partage un échange précieux entre lui et ses guides. Une liste quasi exhaustive des étapes nous attendant après cette transition que l'on appelle la mort. Installez-vous confortablement et préparez-vous à un voyage au-delà du voile sur Âme des Signes, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Puisqu'il fallait remettre le couvert et redresser la table suite à notre entrevue exceptionnelle avec Alexiandre, le destin, l'univers, la providence, appelez cela comme vous voulez, a remis sur notre chemin cette occasion d'aborder des questions importantes, centrales, cruciales, existentielles, inhérentes au sens même de la vie et de la mort. Face à ces mêmes questions, les courants politiques, philosophiques et religieux nous laissent, quand ça n'est pas avec un goût amer, très largement sur notre faim. Et c'est là le grand cadeau providentiel qui nous a été offert par Sylvain à travers cet ouvrage magnifique, Pardonner à la mort, l'entre-deux-vies. Un énième dialogue avec des guides, une énième canalisation parmi toute la bouillie spirituelle à la sauce barbe à papa, diraient certains réfractaires au scepticisme invétéré. Eh bien, que nenni. Ces lignes de dialogue et les questions-réponses évoquées au sein de celles-ci sont tout bonnement frappantes, brillantes, oserais-je même dire cohérentes, car elles viennent aborder, corroborer et illustrer à merveille des principes évoqués et canalisés de toutes parts aux quatre coins du monde. Ce merveilleux échange, cette rencontre divine, Sylvain nous fait le plaisir d'en parler de vive voix avec nous sur notre plateforme. Bonjour Sylvain, merci pour ta présence. Bonjour à vous deux et merci de me recevoir à nouveau sur votre chaîne. J'aime bien tes introductions, c'est toujours assez inspirant. Merci beaucoup. Des chamallows à l'horizon pour notre amie Tamara qui se prépare avec appétit à déguster cette délicieuse rencontre. Bonjour Tamara. Salut Rudy, salut Sylvain, tu l'as dit, c'est une rencontre assurément chamallow au maximum. Donc j'ai bien hâte qu'on puisse partager ce moment avec toi Sylvain à nouveau, effectivement. Plaisir de te recevoir une deuxième fois et sur un sujet génial. Tu nous combles là de chamallows, on a des cargaisons entières dans ce bouquin. Oui, tu sais, moi j'habite dans le pays des chamallows. Ici on fait des petits feux de camp où on les mange vraiment comme dans les films. Donc, mais oui. Ça me va. Ouais. Tout fondant et tout chaud comme on les aime. Ouais, exact. Et c'est d'autant plus d'actualité puisqu'on prévoit la diffusion, alors on enregistre un peu à l'avance comme d'habitude, mais un peu avant Halloween, hein, c'est bien ça, à la fête des morts. Ah. Eh bien le jour même, je crois, alors on va rectifier, la fête des morts c'est le 2 novembre, mais le 1er novembre, qui est aussi mon anniversaire, c'est la fête de tous les saints, donc cette émission sera diffusée logiquement à ce moment-là. Oh bon, on te souhaite un bon anniversaire en avance alors Tamara. Joyeux anniversaire Tamara. Alors Sylvain, on va aborder cet ouvrage qui est très intéressant, qu'on a pu lire, qui nous a été envoyé par ton éditrice aux éditions Atlante, Pardonner à la mort, l'entre-deux-vies. Alors on appellera cette émission l'entre-deux-vies parce que bon, il y a cette notion de pardonner à la mort, mais on est pris dans un voyage du début à la fin, de A à Z, dans le processus tant élaboré, discuté, argumenté, disputé entre plusieurs parties, qui est la vie après la mort. Toutes les étapes qui sont... Alors pareil, tu n'aimes pas la chronologie, le temps, la temporalité. Ouais. Mais pourtant, il y a bien une temporalité dans cet ouvrage. On parle bien d'un début du processus jusqu'à la fin de ce même processus. Et j'aimerais qu'on reprenne tous les chapitres un par un. Alors, on va bien sûr en éluder certains. On va bien sûr ne pas dévoiler l'intégralité de l'ouvrage. C'est totalement impossible. C'est surtout qu'on peut pas, oui. Mais on va quand même s'attarder sur certaines parties qui sont passionnantes parce que tu viens répondre à des questions. C'est en parfaite harmonie avec l'émission qu'on a fait avec Alexiandre
livre, Tamara, si je ne m'abuse. En parfaite harmonie, et puis là, on est dans du concret. Hein. Donc, ça coupe court un peu, déjà de la peur, c'est écrit dedans, hein, et pardonner, mais ça nous donne aussi quelque chose, je sais pas si ça t'a fait la même chose, Rudy, en termes de lecture, on a l'impression que c'est familier. Donc, sans doute qu'on l'a déjà vécu et qu'on s'en souvient pas, parce que les différents parcours nous semblent à la lecture en mode, oui, en fait, je savais déjà, mais non, je savais pas. Mais lu comme ça, tu vois, ça résonne vraiment, il y a quelque chose de très familier, et puis ça coupe court un petit peu au fantasme aussi, hein, tous les « et si ça se trouve », on sait jamais, et suppositions, etc. Là, il y a quelque chose qui est très congruent, cohérent. Je pense qu'il parle à beaucoup par rapport à ça, ce livre, hein, comme un souvenir, comme une mémoire, quelque chose de déjà vécu. Oui, alors les guides, justement, commencent dans cette introduction en te disant « Vous avez, avec ce passage, une appréhension inutile et vous combattez sans cesse ce qui va finalement vous emporter. Alors souvent, vous croyez perdre la vie, alors qu'en vérité, vous la gagnez. Ce livre ne va pas vous envoyer plus tôt ou plus tard en transition. Nous ne cherchons pas non plus à vous encourager à votre retour. Notre humble intention est de vous aider à vous souvenir de qui vous êtes. Et vous vivez une époque où vous souvenir de cela est sans doute assez essentiel dans le chemin de notre âme. » Alors Sylvain, est-ce qu'à une certaine époque, c'était pas si essentiel que ça de savoir toutes ces choses? Oui, sans doute. Déjà, le livre résume un passage, une transition, j'allais dire un espèce de chemin type, et il y a tout un tas de nuances apportables à ça, et j'ai même pas mis tous les chapitres parce que sinon il ferait 3 fois la taille. Pour répondre strictement à ta question, je pense qu'avant les gens n'avaient pas le temps de se poser la question. Je pense qu'à une certaine époque, la vie était tellement... t'avais pas le temps de dire ouf. Et aujourd'hui, mine de rien, même si cette époque est un peu tendue et une époque d'apocalypse dans le sens de révélation, hein, on a le temps de se poser des questions qu'on se posait pas avant. Mine de rien. Quand même, la notion de loisir existe. Et on a quand même quelques minutes à nous. Et quelques minutes peut-être pour se poser dans une spiritualité qui n'est pas une spiritualité imposée par une religion, mais quelque chose qui nous aide à regarder tout sous un grand angle. Et c'est ça dont parlent les guides, c'est ce grand angle. Et ce grand angle, c'est d'arrêter de regarder une existence en tant qu'une seule existence, mais de regarder l'existence comme étant une existence parmi une somme d'existences qui ont du sens quand on les met toutes ensemble et qui n'ont peut-être pas de sens quand on la regarde de manière unique, ou cette vie où on voudrait tous dans une vie tout connaître, tout savoir, tout comprendre, tout réaliser, ce qui me dit je veux plus jamais revenir, je veux être un maître d'ascension dans cette vie. Je pense que le bouquin il aide aussi à se dire vous avez justement le temps, on en parlait tout à l'heure, vous avez le temps d'autant plus que ce que vous croyez être 80 années, 80, 90 ans ou une centaine d'années si vous avez la chance d'être centenaire, finalement de l'autre côté est vu un petit peu comme quelqu'un qui sort d'un cours de maths et qui va retourner dans un cours de géo, donc qui finalement n'est pas une période de temps aussi longue. Donc je pense que le livre vient s'insérer pour nous dire relativiser un petit peu tout ce qui se passe, c'est important, hein, c'est un cours important que nous sommes en train de vivre dans la vie, un cours d'amour, on va probablement prononcer ce mot souvent, mais en tout cas, relativisez-le dans l'idée de vous n'avez pas à tout réussir dans cette existence, mais on va vous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes venu. Le temps est un choix du placement de la conscience. Ouais. Cette phrase est assez intéressante. Il y a déjà beaucoup de choses, rien que dans la phrase. Ah, oui. Vous avez 10 heures. C'est un choix, on a la notion de libre arbitre, et vous avez 2 heures, tout à fait. On a la notion de placement, et puis on comprend du tout, on peut choisir le temps, on peut choisir la période, c'est vaste. C'est plus facile à comprendre de l'autre côté qu'ici, mais même ici, je veux dire, globalement, il y a des personnes qui vivent un mariage, il y en a pour qui le mariage va sembler très très court, et il y en a pour qui ça va sembler très très long. Pourquoi ? C'est le même temps. Donc ici, on va parler de temps psychologique. Simplement dans l'au-delà, ou qu'on va appeler l'au-delà, c'est plus visible encore que cela. C'est pas seulement un temps psychologique, mais c'est un temps pratique, quoi. On peut décider d'accélérer ou de diminuer cette notion de temps de la même manière qu'on peut décider de marcher moins vite ou plus vite sur cette terre. Après, moi j'ai l'impression de subir une accélération du temps en ce moment. Mes journées défilent à toute vitesse et j'ai l'impression d'avoir le temps de rien faire, justement. C'est là où c'est un peu paradoxal. Ouais, on en a parlé la dernière fois avec ces journées de 15 heures au lieu de 24 heures. On a 24 heures de temps psychologique, mais en vérité, on a 15 heures de temps, j'allais dire, pratique. Et donc, forcément, on en fait moins, on a l'impression que tout va vite, on a l'impression que
bon, en même temps, c'est le monde de l'information. On est submergé d'informations, donc c'est pour ça aussi qu'on a perdu un peu cette notion. Oui, ça accentue la notion de rapidité, hein, parce que si on n'était pas autant bombardé et qu'on était un petit peu plus dans notre instant présent avec un bouquin, on a peut-être un petit peu moins la sensation de ouah, il s'est passé trop de choses dans la journée, j'ai pas eu le temps. Et les gens le constatent, tu sais, quand tu reçois un mail par jour ou 80 mails par jour, le temps il passe pas à la même vitesse. Ouais. Alors, je veux quand même commencer dans le vif du sujet parce que je veux vraiment évoquer tous les chapitres. Alors, certains, on les éludera hein, très certainement, mais ce premier chapitre, avant de partir, moi, il me fait penser à ce qu'on a évoqué avec Alexis Ambre et ce qu'elle évoque dans tous ses ouvrages depuis plus de 20 ans et ce que d'autres médiums évoquent. Un jour viendra le moment où votre conscience supérieure sentira que vous êtes prêt ou prête. Alors, elle prononcera le départ. Bien sûr, ce départ sera facilité par un travail spirituel durant votre existence, car ce qui vous arrive après la transition sera proportionnel à ce que vous pensez de votre vivant. Et c'est là où on a vraiment surligné cet aspect-là de la vie, cet aspect-là de l'après-vie aussi également, la dernière fois dans notre entrevue avec Alexis, parce que c'est une sorte de mise en garde pour nous, êtres humains, pendant notre vie, de faire attention vraiment à nos pensées, de faire attention à nos croyances, parce qu'elles peuvent nous suivre dans l'au-delà. En tout cas, à nos croyances vis-à-vis de ce qui va se passer après la mort. Parce que pour synthétiser, je dirais, ce qui va se passer après la mort, c'est ce que vous imaginez qui va se passer après la mort. Donc si vous passez votre vie à vous dire il n'y a rien après la mort, j'ai une grande nouvelle, vous allez vivre dans rien. Et c'est pas terrible. Si vous passez votre vie à vous dire oh là là, il va falloir que je vais aller en enfer avec tout ce que j'ai fait, ou qu'on se condamne tout seul de notre vivant, vous allez vous condamner tout seul de l'autre côté aussi. Donc avoir une grande idée de ce qui se passe va vous aider. Ça a été connu, hein, il y a des livres qui s'appellent les bardos, le bardo Todol, le livre des morts égyptiens, le livre des morts tibétains, il y a plein de livres des morts sur la planète qui essayent comme ça de prédisposer un décor pour guider les âmes et les consciences, parce qu'ils avaient déjà cette conscience que ce qui allait se passer pouvait être préparé avant. Après, c'est peut-être pas aussi complexe que le livre des morts, mais l'idée, c'est avoir une spiritualité saine, comprendre un petit peu ce qui se passe après, c'est mieux. C'est un petit peu comme avoir un petit guide de voyage de ce qui se passe dans l'au-delà. C'est peut-être ça un peu le livre. Hein. Je vous propose un petit peu le guide touristique de ce qui se passe après. Mais c'est bien. Au moins, vous saurez où sont les plages. Je veux dire. Bon. Et on retombe aussi sur cette notion de la date, elle est déjà choisie, hein, grosso modo, peut-être pas au jour près, mais à la période selon près. La ligne temporelle, parce qu'on explique, je dis on, hein, je dis jamais je vais toujours dire on. On explique dans le livre que on a écrit plusieurs lignes temporelles, on s'est écrit plusieurs chemins quand on est venu sur Terre. On n'en a pas écrit qu'un, on a écrit plusieurs scénarios qui se croisent et s'entrecroisent sans cesse, en moyenne 5 scénarios, mais ce matin j'étais avec quelqu'un qui en a fait 8, des fois je m'arrive d'être avec quelqu'un qui en a 2, mais globalement la fin de ce scénario est écrite. Alors si sur une ligne c'est écrit 50, sur l'autre ça peut être écrit 55, sur l'autre 60, mais de toute façon oui, c'est-à-dire que quand c'est l'heure, et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Ce qui devrait nous rassurer, si vous avez un cancer mais que c'est pas l'heure de votre mort, vous allez vous en sortir. Si vous avez un cancer et que c'est l'heure de votre mort, ben vous allez partir. Mais en même temps, j'explique aussi, et c'est peut-être une phase, vous allez peut-être me poser la question, je devance, mais les maladies en fin de vie, les longues maladies en fin de vie, elles sont faites pour nous séparer de l'existence. Hein. Elles sont faites parce qu'il y a des gens qui ont peut-être trop d'accroches à cette terre, à leur famille, à leurs amis, ce qui est compréhensible, hein, des accroches sentimentales, mais des accroches à leur environnement, des accroches au pouvoir, des accroches à tout ce qu'ils pouvaient avoir. Et l'univers a créé quelque chose qui nous permet de lâcher ces accroches, et la maladie fait partie de ce qui peut nous aider à lâcher ces accroches. Il faut qu'on réussisse à lâcher prise de la vie avant de partir de l'autre côté. Et malheureusement, quand quelqu'un est malade longtemps, souvent ils vont vous dire oui, ben c'est bon, je préfère encore mourir que de rester là. Ce qui est dommage d'être passé par la maladie pour en arriver là, parce que comme disait Coluche, hein, j'aimerais autant mourir de mon vivant. Sylvain, quid des départs anticipés? Des suicides? On a un chapitre complet dans le bouquin qui parle de ça. L'idée, c'est de comprendre, et c'est dur à comprendre. Globalement, on ne sait pas, je pose tout de suite un prérequis, on ne sait pas quand est-ce qu'un suicide est écrit ou non dans le scénario. Mais certaines personnes ont écrit une mort par suicide dans leur scénario. C'est-à-dire que parfois, ça fait partie du plan de partir comme ça. Je précise que c'est loin d'être la majorité, mais que dans cette notion de semi-libre arbitre qui existe dans une existence, j'ai dit semi-volontairement, la possibilité de démissionner en cours de route existe. Simplement, le restant de votre plan
va devoir être vécu. C'est-à-dire que les maîtres d'incarnation, dont on parlera peut-être plus tard, vont faire en sorte que dans votre prochaine existence, le morceau que vous n'avez pas vécu, il va être copié, collé. Vous allez le revivre. Se suicider pour échapper à quelque chose est inutile, ce sera juste temporaire. Personne ne vous en voudra de l'autre côté, vous n'allez pas atterrir en enfer là-dessus. Peut-être dans le bas astral, éventuellement. Il y a un passage... Dans le bas astral, si tu t'auto-condamnes, encore une fois, si tu pars en disant « Oh là là, je vais sans doute aller en enfer parce que je me suicide », tu vas y aller. Mais paradoxalement, si tu es convaincu d'aller au paradis en te suicidant, tu vas pas y aller. Pense à tous ces gens à qui qu'on éduque, à leur dire que s'ils se font exploser au bon endroit, au bon moment, ils vont se retrouver avec 43 vierges de l'autre côté. Oui. Paradoxalement, pendant un certain temps, ils vont avoir cette illusion. Mais je faisais plutôt référence à cette non-conscience de la mort. On l'avait évoqué justement aussi avec Alexis. Ces défunts qui sont parmi nous, qui n'ont pas conscience qu'ils sont morts. On avait pris en référence le film Le Sixième Sens. Ouais. Tu en parles. Ça, c'est les gens qui sont coincés entre deux. Oui. J'en ai parlé pendant longtemps avec une spécialiste qui s'appelle Carmen de Sèvres, qui est une médium espagnole que je vous invite à lire, parce que c'est sa spécialité, l'entre-deux, les gens coincés, entre guillemets. Les gens qui sont coincés sont toujours des gens, j'insiste, qui ont gardé un attachement au pouvoir, aux gens qu'ils aimaient. Mais quelqu'un qui se suicide, généralement, c'est pas parce qu'il aime la terre et c'est pas parce qu'il aime le monde. Il aime plus rien, j'allais dire. Donc c'est pas ceux-là qui sont le plus embêtés à rester entre deux plans. Bien sûr, ça existe. Bien sûr, évidemment. Surtout des êtres qui disent, je sais pas où je vais après, mais ce sera toujours mieux qu'ici. Ceux-là peuvent rester coincés. On est d'accord. Ceux-là peuvent rester coincés. Mais encore une fois, parce qu'ils n'ont pas d'idée de ce qui se passe de l'autre côté. Tes guides te disent donc plus ennuyeux sont certains cas plus difficiles de passage. Ces cas concernent les personnes qui ont encore un attachement fort à la Terre. Ceux-ci, bien qu'ayant souvent vu le portail de lumière, préfèrent rester pour des raisons multiples. Nous allons en exposer plusieurs ici et vous dire comment vous pouvez aider vos proches qui seraient dans ce cas comme coincés entre la matière et la non-matière. Pour ces personnes, elles essaieront de retourner dans leur corps physique. Elles hurleront dans leur corps astral après des médecins ou des patients pour être entendues, mais rien n'y fera. Elles ne seront pas entendues. Alors elles chercheront à interagir ou simplement à rester proches de leur attachement. Et alors justement, quels attachements, Sylvain ? Alors ceux que j'évoque depuis le début. Si tu es attaché à ta terre, si tu es attaché au pouvoir, oui. Si tu es convaincu que tes enfants sans toi vont devenir une catastrophe ambulante, tous ces attachements en fait. La tristesse de tes proches ? Alors la tristesse de tes proches, c'est encore un autre phénomène qui fait que ça peut ralentir la progression de l'autre côté. Ça l'empêche pas. Ça la ralentit, mais ça ne l'empêche pas, d'accord ? Parce que la lumière, entre guillemets, elle arrive tout de suite. Hein. Une fois que tu es en transition, la lumière arrive immédiatement. C'est-à-dire tes proches sont même pas au courant que t'es mort. La lumière, tu l'auras vue avant même que tes proches savent que t'es mort. Hein. C'est pas dans ce cadre-là que ça va t'empêcher de passer de l'autre côté. C'est vraiment l'idée de je peux pas partir, il est pas temps, j'ai encore des choses à faire, j'ai encore des choses à dire, j'ai encore des choses à mais qui est dans un goût trop exacerbé. Faut réussir à avoir toujours quelque chose à faire sur cette terre. C'est important d'avoir des projets, etc. Mais de savoir aussi se dire que le projet dont vous parlez ne mérite pas votre attachement ad vitam aeternam à la Terre et que quelqu'un d'autre va leur prendre. De faire confiance à l'univers pour dire que vous n'êtes pas si indispensable que ça. Vous pouvez aider tant que vous êtes sur Terre. Je veux aider les gens de la Terre, mais quand je serai plus sur Terre, quelqu'un d'autre s'en occupera. C'est ça aussi cette notion de détachement, c'est-à-dire se croire super utile, super important, se dire « Ah, mais j'aurai pas de pouvoir de l'autre côté, c'est Dieu qui va diriger » ou je sais pas quoi, et vouloir garder le pouvoir. Les hommes politiques, par exemple, sont typiquement des gens qui peuvent rester coincés. Ouais. S'ils sont super attachés à leur poste, à leur pouvoir qu'ils avaient sur la Terre, ils peuvent rester coincés. Ces gens-là peuvent rester coincés. Les grands manipulateurs en tout genre, et je fais un gros sac avec toutes les manipulations, pas forcément les manipulateurs pervers narcissiques. Ceux-là, généralement, quand ils vont de l'autre côté, je préfère être ici à essayer d'influencer des gens dans leur tête que d'aller là-bas et de pas savoir ce qui se passe. Ils préfèrent garder leur pouvoir que d'être en retraite. Tes guides, ils insistent, clairement. Le pire, c'est l'ego et le pouvoir. Oui, on a même cette petite phrase que je trouve rigolote parce que le bouquin est ponctué, tu sais, avec des petits mémos. Note perso, note à moi-même, les petits tutos. Se préparer à l'humilité et à la simplicité de l'être, ne pas avoir trop d'attachement à ce monde sera un bon moyen de partir en paix. Avoir trop d'attachement, non. Non, parce que vous méritez la suite. Encore une fois, le fait de connaître la suite et de savoir que finalement, ce qui se passe après est tellement merveilleux, ça peut vous aider à vous détacher quand même. Le monde matériel, c'est la dualité. En fait, moi, je considère que quelqu'un, après tout ce que j'ai écrit avec eux là, que quelqu'un qui reste sur Terre, c'est quelqu'un qui voudrait faire des études à vie
et puis jamais rentrer dans le métier, quoi. Ils préfèrent faire des études. Tu sais, c'est comme tous ceux, vous en connaissez plein, qui disent « Ah, ben moi, j'ai fait plein de stages. J'ai encore fait un stage ce week-end avec machin, c'était merveilleux. » Ils passent leur vie à faire des stages, mais ils apprennent rien. Ils appliquent rien. C'est encore pire que ça parce qu'ils font pas que des études à vie, ils font toujours la même école à vie. Donc moi, je reste au CP toute ma vie. Je veux même pas passer en CE1. Ben oui, parce qu'il y a un moment, il faut un minimum passer en apprentissage. En 2 mots, en apprenti-sage. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment, il va falloir pas seulement apprendre et savoir, mais faire et appliquer, et pas 5 minutes. Mais personne n'a appris son métier en 5 minutes ici. Et c'est ça qu'il nous faut aussi, c'est de la patience, de la rigueur, mais pas vouloir rester en classe tout le temps. C'est à un moment, on a le droit de se reposer. Moi, je considère que l'au-delà, c'est notre véritable retraite. La retraite sur Terre, j'ai presque envie de dire, elle est méritée, mais c'est parce qu'on a trop travaillé au lieu d'œuvrer, pour remplacer des mots qui étaient dans Terre 2. Quand on œuvre, on n'a pas envie de retraite. Moi, tant que je suis en forme, le métier que je fais aujourd'hui, je l'aime bien, j'ai aucune envie d'avoir une retraite. J'ai aucune envie d'avoir une retraite. Tant que je fais quelque chose que j'aime. Mais par contre, oui, quand je pourrais me reposer et passer à autre chose ou quand j'en aurai envie, oui, ça me va. Mais je trouve que ma retraite, pour moi, elle est dans l'au-delà. Cotiser pour ma retraite n'a aucun sens. Par contre, préserver ma santé en a un, pour que je puisse continuer à œuvrer, oui. Alors, par la suite, vous évoquez le purgatoire dans votre dialogue. Bon, c'est un petit peu le bas astral, j'ai l'impression. Est-ce qu'on passe tous par cette étape-là? Parce que bon, ce qui est évoqué est assez effrayant. Hein. On parle quand même d'un endroit où on a l'impression de crier dans le vide pendant des heures ou des jours, d'un endroit où on se demande s'il y a bien quelque chose ailleurs, d'un endroit très sombre, hein, précise tes guides. Ce n'est pas une zone facile, soyons clairs, ils disent. C'est assez intéressant. Est-ce qu'on y passe tous? Je voudrais que tu compreniez tout de suite que le purgatoire ou le fait de rester accroché à la terre est une exception. Que dans 999 cas sur 1000, vous allez directement passer de l'autre côté. Et que quand on parle de purgatoire ou de gens qui restent coincés, on parle d'une personne sur 1000. Ça fait déjà beaucoup, je suis d'accord, mais c'est quand même une exception. Et donc, ce purgatoire correspond à des gens qui, inconsciemment déjà de leur vivant, et j'insiste sur inconsciemment, s'auto-flagellaient. Je ne trouvais pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes, pas assez ceci, je suis pas assez gentil, je suis pas assez machin, je suis pas assez bienveillant, je suis pas assez religieux, je suis pas assez... C'est des gens qui se sont condamnés, et ils se sont condamnés à ce purgatoire. Et après, les gens qui sont dans le purgatoire, et je parle de gens qui discutent avec ces gens qui sont dans le purgatoire, la plupart du temps, quand vous discutez avec ces âmes-là, elles vous disent « mais je l'ai mérité ». De toute façon, je savais que ça allait pas bien se passer, ou il y a une part de moi qui ne pouvait pas passer dans la lumière parce que, encore une fois, j'étais pas assez ceci, pas assez cela. Et ces âmes, il faut leur parler, mais il y a des médiums qui peuvent le faire, leur parler et leur dire, mais tu dis n'importe quoi. Dieu t'aime, c'est toi qui t'es condamné, quoi. C'est la culpabilité. Tu en parlais dans d'autres émissions, ça fait des années que tu en parles. Tu avais dit une chose un jour pendant un de tes podcasts, ça m'avait intrigué. Je m'étais dit si c'est vrai quand même, c'est assez révoltant tout de même. Certaines personnalités qui ont commis des atrocités sur Terre n'ont aucune culpabilité. Et elles ont de fait un passage facilité. Direct. Absolument. Absolument. Attends, je suis désolé. Imagine tous ces gens qui ont fait des fraudes toute leur vie. Je parle de... Voilà, imagine... Alors, pas en France, bien évidemment, ça n'arrive jamais, mais dans une république bananière, le mec a pris tout le fric qu'on lui a donné et qu'au lieu de construire une autoroute, il s'est construit un palais. Tu crois qu'il se sent coupable, lui ? Tu crois qu'ils sont coupables des gens qui sont morts parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils avaient soif, ou etc. Mais quand il va passer de l'autre côté, mais tout va bien se passer, sauf, attention, ses revues de vie, ne l'oublions pas, il va falloir qu'il y passe. Sa revue de vie va pas être facile. Mais par contre, son passage, il n'y aura pas de problème. Il va absolument pas être coincé, puisqu'il est convaincu que tout va bien. Et sans parler de ce que tu expliquais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion dichotomique de bien, de mal, mais plutôt de somme d'expériences à expérimenter. Et donc, on peut aussi délibérément venir s'incarner en faisant des actions qui, ici en bas, sont jugées comme étant c'est nul. Oui, donc, absolument. encore moins de culpabilité, j'allais dire, parce qu'on a même le sentiment... Oui. Okay. Il faut retenir qu'il y a des gens qui ont décidé de vivre cette expérience, d'être, entre guillemets, le bourreau sur Terre. Le bourreau, le méchant, entre guillemets. Regarde toutes les films et séries que tu as aimés dans la vie, enlève les méchants. Enlève Nelly Olson de La Petite Maison dans la Prairie pour faire une caricature à 2 balles. Désolé, ce serait Cucu, les petits oiseaux. C'est merveilleux, le monde est gentil. Ces gens-là, finalement, dans la dualité, sont ceux qui nous ont dit
Je veux pas être comme eux. Et c'est quelque chose que nous apprennent les guides, c'est que sur Terre, on n'est pas venu apprendre ce qu'on veut être. On est aussi, et surtout presque, venu apprendre ce qu'on ne veut pas être. Il y a le tout. L'idée, c'est pas de séparer le bien et le mal, vu de l'autre côté. Simplement d'être capable de choisir ce qu'est l'amour. Pas simplement de se dire c'est quoi aimer, c'est quoi l'amour, mais de choisir ce que c'est. Alors quand on parle de bien et de mal, en vérité, on est en train de parler d'amour et de peur, si on changeait un peu notre vocabulaire. Tu sais, en hébreu, je crois, le mot mal n'existe pas. Quand on le prononce en hébreu, en fait, il y a le bien ou la racine du bien, mais le mot mal n'existe pas. Donc le mal, en fait, est la racine du bien. Eh bien, certaines personnes sont venues être la racine du bien. Et parfois, elles sont là pour que les gens se révoltent et aillent vers un meilleur monde. C'est ce qui est en train de se passer sur la planète en ce moment, c'est que les gens vont et sont déjà poussés à la révolte. Il y a quand même un moment où tout le monde va dire non. Mais Dieu merci, nous avons des frères et sœurs dirigeants qui sont là pour nous pousser à cette révolte. Sinon, les gens s'endormiraient dans leur coin. Ça nous renvoie à cette légende qui disait comment peux-tu distinguer la lumière s'il n'y a pas d'ombre? Oui. Et nous avons choisi un monde duel volontairement pour, j'allais presque dire, nous obliger à progresser. Ce monde, il est merveilleux parce qu'on n'a pas le choix, si je puis dire. On n'a pas le choix, on est obligé de progresser. Sinon, on va vraiment apprendre, mais on va apprendre dans la douleur. En parlant de lumière, on arrive à ce fameux chapitre 5, le tunnel de lumière. Alors ça, tu sais que ce thème divise. Beaucoup. Ouais, il y a énormément d'écoles qui sont en train de se former, et puis là, la dualité, on en a, on veut-tu, en voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est plutôt en adéquation avec toi, mais on a donné la parole à ceux qui pensaient aussi l'inverse, totalement. Toi, t'es guide, et moi, ça m'a rassuré. Alors, est-ce que ils ont prêché un convaincu? Il a posé la question directe à ses guides, hein. Oui. Dans l'ouvrage, hein, la question directe. Boum. Vous percevrez dans votre décor alentour comme une petite lueur au départ. Cette lueur attirera sans aucun doute votre regard car elle sera comme un phare extrêmement puissant, fait d'une lumière infiniment plus forte que tout ce que vous connaissez. Vous ressentirez une attirance pour cette lumière qui ne brûle pas votre regard car même si votre conscience pensante ne sera pas encore complètement au fait de tout ce qui se passe, vous sentirez que vous devrez aller par là, que cela fait partie du chemin de retour et vous ressentirez vraiment une attirance amoureuse très forte pour cette petite lueur de départ. Et là, on n'a pas, tu nous rassures, de reptiliens ou de petits gris qui se cachent dans un coin, en bout du tunnel. Je travaille avec pas mal de médiums, moi aussi, tu le sais, et je peux te dire que ça les met dans un état quand ils entendent des conneries pareilles. Excuse-moi, mais c'est un peu unanime. Mais la plupart du temps, en plus, ceux qui en parlent n'ont jamais été de l'autre côté. Quant à ceux qui ont été de l'autre côté et qui ont fait un bad trip ou une bad NDE, on n'est pas en train de parler du même phénomène. On est en train de parler d'autre chose, donc on peut pas faire de leur cas une généralité. En plus, quand tu étudies leur enfance, il y a des choses qui font que c'est un peu normal qu'ils voient des monstres partout, mais faut peut-être faire une psychothérapie plutôt que de dire aux gens que le mal est partout. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas m'agacer, mais j'ai parlé à des centaines de personnes qui ont vécu ce passage-là, qui est le passage le plus connu, j'allais presque dire. Comment te dire? Ça existe des gens qui font des bad trips, mais le bad trip, en fait, c'est l'arrivée dans le purgatoire, justement, dans ce fameux purgatoire, qui arrive de temps en temps. Mais c'est toujours sur des gens qui ont de manière inconsciente, se sont déjà auto-condamnés avant même de partir. Tu les aurais mis en état d'hypnose et tu leur aurais demandé qu'est-ce que vous pensez de vous. Je te promets que tu vas être surpris, hein. Tu vas te dire, je pense que du mal de moi. De toute façon, finalement, je suis un grand manipulateur et il peut rien se passer de bien pour moi. On voit des trucs comme ça parfois en hypnose et ceux-là vont faire des bad trips. Mais pour les autres, cette lumière, elle n'est que pur amour et pur jeu. De toute façon, c'est le retour à la maison. Je sais pas comment te le dire. C'est comme si tu voyais la porte de ta vraie demeure. On est tout de même un peu influencé. Je suis un bon lecteur, mais encore un plus grand cinéphile. Il y a que des films qui sont anxiogènes, dont émane un égrégore très noir, très obscur. Ouais. Toutes les productions sont de plus en plus dark. C'est très conditionnant, j'ai l'impression. Est-ce que tout ça peut, malgré nous, à notre insu, mener vers cette fausse image? Là, j'ai envie de dire, faites gaffe, vous laissez pas trop influencer, continuez à regarder ça comme des films si vous voulez, mais on est à l'époque de l'apocalypse, je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on est à la fin des temps. À la fin des temps, ça veut dire que il y a toujours ce qu'on appelle un Armageddon. C'est pas la première fois, hein, ça arrive tous les 25 000 ans. Et un Armageddon, c'est un combat, entre guillemets, on va caricaturer de dire du bien contre le mal. Sauf que généralement, on s'aperçoit que le mal, qu'on va appeler peut-être éventuellement les archontes, font tout pour se débattre à la fin.
Et ces archontes, ils n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Regarde, en ce moment, comme tu le dis, effectivement, les productions hollywoodiennes sont très, très dark, mais en même temps, si tu suis un peu l'actualité, on commence à voir qu'Hollywood, c'est quand même le monde des satanistes, hein. On commence à s'apercevoir qu'il y avait des petites balades avec des gens qui se découpaient entre eux, du cannibalisme, des enfants qui se faisaient, qui vivaient des choses horribles là-bas. Ça commence à sortir, ce truc. Et pas par des petits réalisateurs. Je veux dire, ça, vous allez voir qu'on va vers des scandales de ce genre-là. Et se dire, merde, alors finalement, les mecs, dans leur musique, dans leurs chansons, dans leurs films, ils sont en train de nous imposer leur vision, j'allais dire, satanique du monde. Mais on en est là. On en est là, je veux dire, je ne vais pas être vague, je vais faire une mauvaise caricature, on va me tomber dessus, mais je pense que vous avez vu ça en France au moment de la cérémonie des Jeux Olympiques. Donc, je veux dire, à un moment, on avait quand même des caricatures qui étaient relativement claires, même si on nous fait croire que c'est de l'art. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter de prendre les gens, les enfants du bon Dieu, pour des canards sauvages, pour reprendre un titre français. Mais on en est là, c'est-à-dire qu'Hollywood est, mine de rien, dans 80% des cas, une secte satanique. Ça va devenir un fait, ce que je suis en train de dire. Pour le moment, on va dire c'est une rumeur, oui dire, conspiration, tout ce que vous voulez. Mais franchement, ça vient là. Les révélations arrivent maintenant. Et donc, à un moment de révélation, si vous avez connu, enfin, vous n'avez pas connu la guerre, hein, moi non plus, mais globalement, même si vous avez fait du paintball ou des trucs comme ça, à la fin d'un combat, qu'est-ce qui se passe? Quand tu sais que tu as perdu, eh ben, tu sors et t'envoies le maximum d'armes, t'envoies le maximum de charges que tu peux en te disant, je vais peut-être partir, mais je partirai pas sans faire des dégâts. Ben, c'est ce qui se passe en ce moment avec ce qu'on appelle les forces de non-lumière ou les forces archontiques qui essayent de t'amener vers ta pire ligne temporelle plutôt que ta meilleure ligne temporelle. C'est ce qu'on est en train de vivre. Ouais, c'est intéressant cette vision vraiment de la pire des lignes et la meilleure des lignes, parce que je pense qu'on le verra un tout petit peu plus tard dans l'interview, cette notion justement de multiples, de plusieurs choix. Après, ça se complique. Ouais. Là, on essaye de vous y amener tranquillement. On va y aller doucement. Justement, ensuite, tes guides abordent la première revue de vie. Alors, on va éluder la deuxième, la troisième et la quatrième revue de vie, puisqu'il y en a 4. C'est drôle parce que la première, c'est la plus connue, mais pas les suivantes. Ah oui, on les laissera justement. On laissera une petite intrigue, un suspense, parce qu'on vous rappelle que ce livre est en vente. Alors, on n'a aucune commission, aucune affiliation, mais on vous le conseille encore une fois avec le cœur. Et je pense que tous ceux qui suivent nos conseils sont agréablement surpris par la suite. Cet ouvrage, il est déjà disponible. Il est en rupture, mais il va revenir. Ah, il est en rupture. Bon, ça... Ouais, après, je sais pas quand est-ce que va apparaître. Oui, la vidéo, vous allez sortir à Halloween, donc il y a des chances que ça revienne là. Yes. Alors bon, la première revue de vie, les guides te disent, vous pourriez être perturbé car vous n'avez, pour la plupart, entendu parler que d'une seule revue de vie, mais sachez qu'il y en a au moins 4 et que certains vivent des nuances ou des sortes de zoom sur une ou plusieurs parties de ces revues. Pour le contexte, vous voici devant cet être plein de lumière et plein d'amour. Face à lui, vous vous sentirez intensément petit, mais pas en danger. Au contraire, vous vous sentirez en grande sécurité. Cet être va vous parler en pensée et il va vous poser 2 questions. Et ça, on t'a souvent entendu. Tu l'as canalisé plus d'une fois. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour ton prochain? Est-ce que c'est là les 2 questions? C'est les questions primordiales. C'est les questions niveau 1. Première revue. Oui, c'est les questions de la première revue de vie déjà. Tous les gens qui ont fait des NDE, il y a des milliers, des millions de témoignages maintenant, même des gens qui ont fait ça de manière chamanique ou simplement à travers des voyages astraux. Mais il n'y a pas d'autres questions, c'est pas la Gestapo de l'autre côté. Et même dans les autres revues, ce sera encore des notions, des nuances de comment as-tu aimé, de qu'as-tu fait pour les autres. Il n'y a personne de l'autre côté qui va vous dire est-ce que tu as élevé des chefs dans le Larzac comme c'était prévu, ou est-ce que tu as été Premier ministre français comme c'était prévu. Personne ne vous demande ça. Enfin, personne n'est revenu en vous disant on m'a demandé si j'avais bien été Premier ministre comme prévu. Non, ils disent tous que c'est la même question ou la même nuance de question, effectivement, qui est comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour ton prochain. Alors il dit il faut peut-être revenir à la cause de cette question. Et la cause de cette question, c'est qu'on est amoureux de Dieu. Nous sommes des enfants, on va dire, des successeurs de Dieu. Une âme, sans compliquer, je vais essayer de faire simple. Une âme supérieure nous a créés pour continuer à évoluer avec elle. Cette âme supérieure qui nous a créés pour qu'on continue à être avec elle, c'est celle-là que Jésus appelait notre Père qui est aux cieux. Tu pourrais dire notre Père-Mère, t'aurais pas tort. C'est ni notre Père ni notre Mère, mais c'est quand même notre Créateur. Alors oui, il l'appelait notre Père. Bon. Eh bien, ce Père créateur, au moment où on est né, au moment où notre conscience est née, notre conscience elle est née consciente, je ne peux pas vous le dire autrement, eh bien, nous avons ressenti dès notre naissance dans l'au-delà, dans l'autre monde, un amour indicible. On a senti que quelque chose nous englobait d'une manière, notre seule envie, notre unique envie, c'est de rejoindre cet amour-là, parce que nous savons qu'il
Il, on va dire il, mais on devrait dire elle, mais bon, globalement, je vais continuer avec l'idée de notre Père. Il est tout. Il est capable de tout. Il peut tout. Et il nous aime complètement. Nous sentons qu'il est le créateur unique de toutes choses. Et on ressent, on tombe amoureux de cette énergie. Je ne peux pas le dire autrement. Sauf que cet être, dès notre naissance, nous parle. Mais comment ça se passe, ce petit dialogue, qui est une caricature, le dialogue que je vais vous donner, mais imaginez que vous avez 12 ans. Rudy, tu as 12 ans. Et tu tombes amoureux à l'époque de tes 12 ans, par exemple, de Pamela Anderson. Bon, peut-être pas maintenant, mais à l'époque. Bref, et globalement, tu vas voir Pamela Anderson, je suis désolé pour Andel, mais... et tu lui dis, je suis amoureux de vous. Si elle est cohérente, qu'est-ce qu'elle va te dire? Écoute, mon petit, c'est super gentil, grandis, vis des choses, et puis on en reparle quand tu seras grand. Mmh. Ce qui est plutôt la méthode gentille pour pas envoyer balader le gamin, mais comprendre quand même qu'il a des sentiments sincères. Mmh. Ben Dieu, il a fait pareil avec nous. Il a dit, écoute, si tu veux me rejoindre, il faut que tu sois comme moi. Et l'amour est la clé. L'amour est le chemin. C'est-à-dire que pour me rejoindre, tu dois comprendre ce qu'est l'amour. Pas juste un concept intellectuel. L'amour au sens divin, c'est se relier à tout ce qui est. Se relier à, c'est ça l'amour. La différence, c'est la séparation. Si vous prenez l'étymologie du mot Satan, Satan, ça veut dire le grand séparateur, celui qui sépare. Et l'amour est l'opposé. C'est ce qui rassemble. Donc, il nous dit, vous me rejoindrez quand vous serez comme moi. Et l'amour est la clé. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Pas tout de suite, on se lance dans une quête d'amour. On dit, oh là là, si je veux rejoindre cet être magnifique, cet être incroyable et cet être qui n'est que amour, il faut que j'apprenne ce que c'est. Et pour apprendre ce que c'est, quand je serai comme lui, eh ben, il faut que j'apprenne à devenir Dieu. Alors, je le suis déjà. Je sais que je suis un de ses descendants. Je le sais déjà intrinsèquement. En moi, j'ai déjà les racines de ça. J'allais presque dire l'ADN de ça. Mais tu vois, tu peux être le petit enfant de Mozart. Va quand même falloir apprendre la musique si tu veux en faire. Tu n'auras pas les caractéristiques de Mozart tout de suite. Tu auras peut-être une aide de la part de cette génétique, mais pas plus. Alors, nous nous sommes lancés dans cette quête. Et voilà à quoi, notamment, servent nos existences, le fait de s'incarner et les différents moyens que nous avons dans l'au-delà d'apprendre cet amour pour rejoindre de hiérarchie en hiérarchie, parce qu'il y a quand même des niveaux là-dedans, même si c'est pas des niveaux comme on l'imagine ici, la notion de hiérarchie, c'est-à-dire de maître à surmaître, à surmaître. Non, c'est comme ça que ça marche. Mais globalement, voilà, on est venu apprendre à aimer. Et donc, quand on te pose la question du comment as-tu aimé, c'est un petit peu comment t'es-tu rapproché de Dieu? Comment as-tu réussi à ramener des choses avec toi, à ne pas être séparé? Donc, on t'envoie dans un monde qui volontairement se sépare pour que toi, volontairement, tu ne te sépares pas et tu te relies. Donc, comment as-tu aimé? Et qu'as-tu fait pour les autres? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre. Si Dieu est l'unité, et tu as compris tout de suite qu'il aimait tout et tout le monde, immédiatement tu as compris qu'il aimait tout et tout le monde. Donc quand on te demande qu'as-tu fait pour les autres, on te demande comment as-tu aimé les autres? Parce que si tu les as aimés, tu as fait pour eux ce que tu aurais voulu faire pour toi. Et tu as espéré l'inverse, j'espère bien. Oui. Et bien voilà cette question. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres? Ça va consister à voir comment est-ce que tu as fait pour rassembler plutôt que séparer, et comment est-ce que tu as fait humainement aussi pour rassembler des êtres autour de toi, les aider, les aimer de manière, on va dire, plus inconditionnelle possible, même si c'est impossible sur Terre de vivre l'amour inconditionnel, c'est pas possible. Les animaux s'en rapprochent, les humains ne peuvent pas s'en rapprocher, ils sont dans une dualité encore plus forte. Mais quand même, l'idée, c'est le terrain d'entraînement est fantastique. Donc voilà l'idée de ces deux questions, comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour ton prochain? Ben, c'est un petit peu pour se rapprocher de notre amoureux qu'on nous pose la question, pour savoir si on a fait des efforts. Le seul et unique juge face à cette question, si j'en suis les dires de tes guides, c'est nous-mêmes. Oui. Vous allez faire un voyage en vous-même. Oui. Il n'y a pas pire chose que soi-même. Personne de l'autre côté va vous juger. C'est-à-dire l'idée qu'on va vous juger de l'autre côté, elle est fausse, vous allez le faire vous-même. La plume et le cœur, c'est ce qu'on disait parfois, avec Osiris notamment. C'est vous qui allez vous juger, c'est vous qui allez vous condamner, parce que nous sommes très exigeants. Quand on a écrit notre scénario, on a voulu que le film se passe comme prévu. Et de revue en revue, on va essayer de voir si entre ce qu'on a prévu dans notre scénario et ce qui est arrivé, comment on s'en est sorti.
Parce qu'on est à la fois l'acteur, le réalisateur, le compositeur et l'interprète de notre propre scénario. Donc c'est pour ça qu'on s'autocritique, c'est parce que comme un réalisateur autocritique son propre film. Ça me fait penser à cette fable qui a été réadaptée cinématographiquement, l'incroyable Noël de Monsieur Scrooge, je crois, ou un truc du genre. Ouais. Il est dit aussi dans ton ouvrage, certains diront qu'ils se sont trouvés comme dans une salle de cinéma avec un écran de projection devant eux. Quelque part, on projette par flash tous les moments où on pourrait éventuellement avoir des sentiments de culpabilité. Alors dans la première revue de vie, c'est souvent des morceaux importants, alors de manière chronologique ou anti-chronologique. Il y en a qui démarrent de la fin pour aller au début, la majorité démarre du début pour aller à la fin. Mais imagine un écran en 4D, on va pas parler de 3D, on va parler de 4D puisque tu as les sons, tu as les odeurs, tu as les images, tu as tout. Simplement, c'est un film encore plus vivant puisque tu vas ressentir ce que ressentent chacun des personnages qui va être dans ton histoire. Alors que quand tu es incarné, tu es l'acteur, tu ne ressens que le rôle de l'acteur, j'allais dire. Tu ressens ce que ressent l'acteur. Mais là, comme tu es le réalisateur, c'est tous les acteurs qui t'intéressent. Donc, tu vas ressentir ce qu'ont ressenti tous les acteurs de ton scénario. Et puis, avec ce sous-titre que tu nous donnes, on comprend aussi la notion de... Ça, j'ai vraiment apprécié dans le bouquin, la notion que les âmes se chargent un petit peu souvent la mule, quoi, parce que justement, elles sont très pressées, sont très amoureuses. Donc, elles ont envie de tout faire en une seule vie. Et c'est que à ce moment-là aussi... Si tu veux, on est tellement amoureux, si je puis dire, c'est par amour, hein. On est tellement amoureux qu'on dit, je vais pas mettre 3 vies pour faire ça, je vais me dépêcher de rejoindre Allez, je me le fais en une seule. Là, ouais. Tu vas me mettre ça. Attends, j'ai 50 vies, c'est bon, je connais. Même nos guides qui nous disent, ta place quand même, j'en mettrai un petit peu moins. Mais nos guides sont pas des censeurs, hein. On n'est pas en France, j'allais dire. Nos guides ne sont pas des censeurs. Donc, globalement, ils finissent par dire oui, mais ils nous préviennent. Ils nous disent, tu sais, pour une existence, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ouais, mais c'est pas grave, on y va quand même. On est un peu foufou parfois. Je trouve ça précieux à remettre en perspective justement pour toutes les personnes qui en bas avec un scénario bien rempli basculent parfois un petit peu dans la victimisation, se dire mais pourquoi j'ai une vie de merde, mais qu'est-ce qui se passe? Et vu de l'autre côté, t'es très amoureux, très amoureux, ouais, dis-toi très volontaire. Que dans le cours en miracle, il y a une phrase que j'aime bien, c'est que n'accepteriez-vous pas si vous saviez à quel point tout ce qui vous est servi par celui qui vous veut le plus grand bien. Mais est-ce qu'on est capable de comprendre, je répète la phrase, que n'accepteriez-vous pas si vous saviez à quel point tout ce qui vous est servi par celui qui vous veut le plus grand bien. Sauf que celui qui vous veut le plus grand bien, c'est vous-même. On imagine que c'est Dieu quand on donne la phrase. Mais en fait, non, c'est vous-même. Vous voulez un bien absolu. Même si vous avez l'apparence du mal, eh bien, l'épreuve, vous l'avez mis à la hauteur de ce que vous pensez être capable de réaliser. Même si c'est évidemment dans la densité et après le voile de l'oubli, très compliqué. Mais quand même, il n'y a pas de problème sans solution sur cette terre. C'est absolument pas vrai, ça. Même si des gens croient être au bout du bout, même si des gens se suicident parfois parce qu'ils ont l'impression d'être au bout du bout. On est aussi venu travailler une vertu qui s'appelle le courage et la patience. Des vertus qui sont le courage et la patience. Et c'est pas les plus simples. J'allais presque dire qu'aimer, c'est pas le plus difficile. Après toutes ces étapes remuantes, ça, on peut le dire quand même, on arrive vers le film Nos Solars. Ah oui. Alors tes guides là parlent des cités de repos et on est dans le film Nos Solars, on est dans l'œuvre de Chico Xavier. Alors Nos Solars, c'est des cités de repos, mais plutôt qui sont c'est des hôpitaux intermédiaires. Nos Solars, c'est pas vraiment les cités intermédiaires. Enfin, c'est des cités intermédiaires, mais c'est des hôpitaux. Oui, c'est cette partie-là où j'ai certains chapitres que parce que je me suis dit c'est bon, ils connaissent ça par cœur, ils l'ont déjà vu, ils l'ont déjà lu. On va pas trop parler de la vie quotidienne là-bas. Mais effectivement, ça ressemble à Nos Solars. C'est-à-dire que tu es dans un monde qui n'a pas d'époque. Il y a des choses qui semblent appartenir au Moyen-Âge, d'autres qui semblent appartenir à un futur très lointain que tu connais de l'autre côté, qui te parle. Hein. C'est pas un truc complètement inconnu. Tu reconnais des trucs. Comme ça qu'on revient avec des inventions, qu'il y a des gens qui créent des inventions, c'est parce qu'ils ont été faire un tour de l'autre côté, ils sont revenus. Donc tu vis dans un truc qui n'a pas de temps. Si tu as envie d'habiter dans une maison de hobbit, tu habiteras dans une maison de hobbit. Et si tu as envie d'habiter dans un palais de cristal plein d'énergie avec une IA centrale, tu habiteras dans une énergie avec une IA centrale. Mais cette cité-là, elle est faite vraiment pour te reposer, elle est faite pour comprendre que tout ça, c'était un temps d'étude et pour te mettre dans les meilleures conditions possibles de débriefer. Précisons tout de même, les amis, que ces cités-là sont encore des illusions, mais qui te permettent d'accepter
de continuer le travail. Parce que si tu étais directement dans un monde de lumière où tu es pur esprit, je pense que ça ne le ferait pas. Donc, il faut que tu sois dans un endroit où tu aies l'impression de maîtriser encore les choses. Parce que les décors dont je vous parle sont humains, mais imagine qu'est-ce qui se passe alors avec des âmes extraterrestres. Ben, elles sont dans des décors extraterrestres, j'allais te dire. Et nous, on est dans des décors humains, parce qu'il faut que ce soit encore acceptable. On l'explique dans le livre, mais à chaque fois qu'on passe une étape, on perd un corps. On perd le corps mental, on perd l'ego, on perd notre corps émotionnel un peu plus tard. Pas complètement, mais globalement, il faut que ce soit acceptable. Donc, on est encore dans un niveau d'illusion qui ressemble à la Terre. Oui, puisqu'on ne l'a pas évoqué là, à ce moment-là, on est dans notre corps astral. Hein. On est dans notre corps astral, ouais. Astral et causal, ouais. On a quand même aussi cette première rencontre. Alors, tu parles d'illusion, mais tu évoques aussi le fait qu'on revoit nos proches défunts. Bien sûr. Bien sûr, qui vont se présenter à toi sous une forme reconnaissable. Oui, c'est en ça que c'est une illusion. Hein. C'est qu'on est encore dans quelque chose de confortable, un peu comme à la maison, là, je mets les guillemets, par rapport à notre précédente incarnation. Donc, si on a besoin de dormir, de manger, c'est une illusion, mais c'est encore un petit peu confortable. Vous pourrez manger, vous pourrez dormir et vous pourrez manger de l'autre côté. On est bien reçu, tout se passe bien. Voilà, confort. Et du coup, ceux qu'on a pu déjà croiser vont apparaître sous cette forme reconnaissable par rapport à notre précédente vie. Sur les stades après, on n'a plus besoin. Vous avez peut-être entendu des canalisations un peu bizarres où on entend les guides dire « Nous vous attendons pour un grand banquet ensemble. » Tu te dis « Attends, qu'est-ce qu'on va faire ? On va manger de la pizza ? C'est quoi le truc ?» Donc, mais oui, de l'autre côté, il y a encore cette notion-là. Et les êtres qui nous ont quittés avant, qui sont des consciences, peut-être d'ailleurs réincarnées, ont toujours une part qui reste de l'autre côté. Ça aussi, on l'explique à un moment. On a toujours une part de nous qui reste de l'autre côté en permanence. Et cette part-là qui est totalement consciente, totalement entière, même si c'est qu'un morceau, c'est comme un hologramme, il est entier tout en étant un morceau, eh bien, va se présenter à vous sous des formes que vous connaissez, donc vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres, vos chiens, vos chats, vous inquiétez pas, les animaux vont vous rejoindre, vont vous accueillir parce que, encore une fois, le passage, et c'est prévu par le ciel, vous est rendu le plus confortable possible, le plus agréable possible. Vous ne reverrez pas vos grands ennemis tout de suite, ne vous inquiétez pas. Vous les reverrez quand vous comprendrez que c'est des gens avec qui vous avez signé le contrat d'être votre ennemi. Mais tant que vous ne l'avez pas compris, vous n'allez pas les voir de l'autre côté. Vous ne les verrez que quand vous aurez compris que c'était des acteurs avec vous. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu parce que tu as prononcé le mot ego. Et là, dans cette canalisation, on a une définition que je trouve intéressante comme étant un programme interne du corps mental, une espèce de cloud là. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus ? Comment vous dire ? Comme on a écrit plein de scénarios, ces livres dont vous êtes le héros. Souvenez-vous, dans notre enfance, on avait des bouquins qui s'appelaient « Ces livres dont vous êtes le héros ». Allez, page 42, suivez la blonde. Allez, page 43, suivez le chien. Dans tous les cas, c'était écrit, quel que soit ce que tu choisissais. Le scénario avait prévu que tu croises et entrecroises les expériences que tu avais à vivre. Mais il faut un lecteur. Il faut quelque chose qui lit cette trame. Eh bien, la chose qui lit cette trame, c'est votre ego. Le personnage, parce que il vous faut un personnage, il vous faut une identité pour vivre dans ce monde. On ne peut pas vivre concrètement dans ce monde sans identité. Enfin, on peut, ça s'appelle l'éveil ou la réalisation. Mais les gens qui sont dans l'éveil et la réalisation, au début, sont tellement déconnectés du personnage qu'on a l'impression qu'ils sont déconnectés de la vie, en fait. On se dit, je vais mettre des claques, il ne bouge plus. Il dit que tout va bien, que tout est merveilleux, qu'on est au bon endroit au bon moment. Oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. Mais à un moment, on a besoin d'une identité pour vivre ce monde. On n'a pas d'une carte d'identité, j'allais dire. On a besoin d'une identité d'un personnage, quelque chose qui va vivre, interpréter les informations qu'on va recevoir sous un angle ou un autre angle qui nous arrange et qu'on a prévu auparavant, puisqu'on a choisi nos parents, on a choisi notre époque, on a choisi plein de choses pour venir ici, pour nous mettre dans un contexte particulier d'apprentissage. Eh bien, ce personnage, c'est l'ego. Et l'ego, lui, il a envie de lire une seule trame temporelle. Lui, vous le mettez à un endroit qu'il maîtrise, il ne veut pas bouger. Voilà, c'est comme un... Je vous l'ai dit, c'est le saphir d'un disque. Simplement, je ne sais pas si vous vous souvenez, les jeunes ne vont pas connaître, mais dans le temps, il existait des tourne-disques où on pouvait mettre 5 disques un au-dessus de l'autre. Pas seulement un, mais 5. Donc, il y avait 5 niveaux. Et on pouvait demander à la tête du saphir de passer du disque 1 au disque 2, ou du disque 2 au disque 3. Ben, c'est ça, l'ego. Mais l'ego, il est comme le saphir, il est comme la pointe. Il veut rester sur son disque et il veut pas en changer. Et donc, l'ego, c'est ce programme qui fait en sorte que vous suivez la trame. Vous pouvez pas passer à la chanson suivante. Vous pouvez pas passer à la chanson précédente. Pour lui, il doit inventer le temps pour que tout ait un sens. L'ego est là pour inventer le temps. C'est-à-dire que quand vous partez de l'autre côté le soir en voyage astral, tout votre scénario est devant vous. Mais quand vous revenez, si vous étiez à la note B, il faut aller à la note C.
Et ça, c'est le boulot de l'ego. Le boulot de l'ego, c'est de faire en sorte que le temps existe. C'est de faire en sorte que vous ayez l'impression qu'une histoire est en train de se dérouler, que vous vous réveillez bien le lendemain et pas la veille. Oui, tu prenais l'image du marque-page. Le marque-page, c'est ça, ouais. Il y a des bugs dans la matrice. Hein. Il y a des gens qui se réveillent, qui refont la même journée. C'est déjà arrivé, ça a donné des scénarios de films super connus. Mais il y a des gens à qui c'est réellement arrivé, cette histoire-là, qui se sont dit, mais je me suis réveillé un matin. C'est infernal. Et j'ai commencé à revivre la même journée que la veille. Ça, c'est des bugs. C'est un cas sur 1 milliard. On est 8 milliards, ça a dû arriver à 8 personnes sur Terre. Mais ça arrive. Ça arrive. Donc, l'ego, tu vois, eh ben, il sert à ça. C'est un programme, une intelligence automatique qui est là pour conserver le personnage. Donc, en fait, c'est très égotique parce qu'en fait, je suis qui je suis, j'ai raison, les autres ont tort. Il est un peu là-dedans parce que il comprend pas qu'il peut changer de disque, l'ego. Il comprend pas qu'il peut passer sur une autre âme. Il faut quelque chose de plus élevé que l'ego pour comprendre qu'on peut prendre l'ego et l'amener sur une autre piste, tout en gardant le personnage, parce que lui, il a l'impression que s'il change de disque, c'est un autre chanteur, c'est une autre chanson, j'ai pas envie. Donc voilà un petit peu quel est cet autoprogramme. L'ego, il est là pour que, comme dans Avatar, pour que quand tu reviennes dans l'avatar, tu aies encore la même forme et que tu aies une temporalité. Mais c'est qu'un avatar. Alors là, l'ego, il entre en dissonance cognitive à partir du chapitre 10, justement, où on entre dans Inception, ou Rick et Morty au choix. Tu l'as évoqué pendant pas mal d'années. T'es un des précurseurs sur ce sujet, rappelons-le. Le retour des transincarnations. Tes guides te parlent des transincarnations, et alors là, c'est intéressant. Chacun s'est incarné selon les choix, dans son propre temps et son propre espace pour vivre sa propre expérience, tout en restant lié à ces transincarnations. Pourquoi ? Eh bien, déjà pour créer des boussoles temporelles, car si vous étiez seul à vous incarner dans un temps et un espace, votre corps mental ne pourrait pas vraiment assumer son époque. Donc moi, j'ai plusieurs rudis déjà incarnés, mais alors... C'est pas des rudis. C'est pas des rudis qui sont incarnés, c'est des rudettes ou je veux pas. Mais globalement, c'est un peu comme si tu avais envoyé des frères et des sœurs dans un autre endroit sur Terre pour t'apercevoir de là où tu étais sur Terre. Tu vois, imagine que tu es quelqu'un qui est enfermé dans une pièce. Tu es enfermé dans une pièce, tu es habitué à ce qu'il y a autour de toi dans la pièce. Mais tu as aussi un frère qui habite aux États-Unis, puis tu en as un autre qui habite à Londres, et tu en as un troisième qui habite au Mexique, et qui passe des coups de fil de temps en temps pour te dire moi, j'habite au Mexique. Ah, bah, le Mexique, c'est sympa, on mange ça et ça et ça. Ah, c'est différent de toi, c'est cool. Ah, moi, j'habite aux États-Unis, je bouffe dans le burger, je fais 150 kilos, mais bon, c'est pas mal. Enfin, c'est une caricature. Mais si tu les avais pas au téléphone, s'il n'y avait pas ces gens qui habitaient ailleurs, tu aurais tendance à croire qu'il n'y a que ton environnement qui existe. Mais c'est un peu ça, les transincarnations. C'est des gens qui habitent dans d'autres temps et dans d'autres espaces et qui vont finir par te donner des repères parce que tu vas pouvoir te repérer dans le temps par rapport au fait qu'ils soient positionnés ailleurs. Et on se parle avec nos transincarnations de manière inconsciente le jour et de manière totalement consciente la nuit pour faire un débriefing de « Allez, où on en est de nos expériences communes, qui s'influencent les uns les autres. » Parce que ton copain qui habite aux États-Unis, s'il t'appelle en disant « Dis donc, Trump va être élu, moi, à la place de Bill machin, là, je me barrerai vite dans un autre pays. » Bah là, tu le sais, et tu vas pouvoir agir en conséquence de ce que t'as dit le mec aux États-Unis. Évidemment, toute ressemblance avec des personnages existants, oui, insister, totalement fortuite. Que fortuit. Mais l'idée, elle est là, c'est que les transincarnations vont nous influencer en nous donnant des informations par rapport au passé, par rapport au futur, qui vont nous permettre de nous repérer un petit peu, ouais. Alors, il y a une zone un peu opaque, assez floue pour moi. Est-ce qu'il s'agit de dimensions différentes où on parle vraiment de transincarnation dans cette même dimension? C'est dans cette même dimension, mais ça peut être sur des trames différentes. C'est pour ça que ça va commencer à devenir très compliqué parce que va falloir qu'on commence à parler à 10, entre 10 et 11 dimensions. À part Philippe Guimand, personne va me comprendre. Mais l'idée, c'est tu ne te tromperas pas si tu penses que c'est dans la même dimension. C'est dans la même dimension, mais c'est pas dans le même temps. Parce que pour qu'il puisse t'influencer, il faut quand même qu'il soit dans un endroit influençable. C'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'une de tes transincarnations peut vivre en ce moment dans le passé et te laisser un message pour toi en gravant un truc dans une église où toi, tu visites cette église 500 ans plus tard en disant « cette phrase-là m'a changé la vie ». En fait, elle a été écrite par ton frère. Oui, parce qu'il n'y a pas que cette notion de boussole. C'est génial comme concept, hein, parce qu'il y a aussi, comme des vases communicants, on se transfère des compétences, on se transfère des expériences. Alors, j'ai pas le time pour faire ça, du coup, tu peux t'en occuper et tu vas le vivre toi dans ta vie. Donc, ça va modifier aussi. C'est génial. C'est ça. Je prends souvent le même exemple en disant, voilà, une femme qui dit, moi, je veux me marier à 20 ans avec le premier homme que je vais rencontrer. Ouais.
Enfin, il y a quelque chose dans sa tête qui lui dit c'est quand même bizarre de se marier avec le premier homme que tu as rencontré. Elle va demander à une de ses transincarnations, elle va dire dis donc, toi dans la mission, c'est surtout de faire du linge dans la vie, puis des trucs comme ça, parce que t'aimes ça. Ça te dirait pas de rencontrer 10-15 hommes, et puis au bout de 10-15 hommes, voilà, tu vas t'apercevoir que c'est les mêmes, et puis tu m'envoies l'info. Donc, il y a une des transincarnations qui va vivre avec 15 hommes différents des aventures pour finalement dire écoute, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est qu'une fois que j'ai le bon, je n'ai pas la peine d'aller voir ailleurs. Et ça va être, entre guillemets, téléchargé dans toutes les autres consciences. C'est-à-dire que toutes les autres consciences vont avoir l'instinct de dire j'en ai pas besoin. Je ne sais pas si vous connaissez un concept qui est introduit par Rupert Sheldrake, qui est qu'on appelle aussi le centième singe, hein, et qui est ces champs morphogéniques, qui fait que quand quelqu'un a appris quelque chose, les autres l'apprennent plus rapidement. Par exemple, les premières générations qui ont appris à taper sur un clavier d'ordinateur mettaient beaucoup de temps pour apprendre à taper sur un clavier. Mais aujourd'hui, nos gamins ont l'impression qu'ils sont nés avec. Ouais, tu leur donnes un clavier, les mecs, ils apprennent 5 fois plus vite que nous. Mais pourquoi ? Parce que d'autres l'ont fait avant. Et ça, Rupert Sheldrake l'explique très bien. Ils avaient fait des expériences où ils avaient fait aux gens les mots croisés du Times de la veille ou du lendemain. Mais comme par hasard, quand les gens faisaient les mots croisés du Times de la veille, ils mettaient beaucoup moins de temps, moyen, que ceux qui le faisaient le jour même. C'est-à-dire que quand quelqu'un a appris quelque chose sur Terre, ça rentre dans un espèce de grand égrégore qui fait que tous les gens de la Terre sont capables d'aller plus vite. Mais là, imagine ça, mais à un niveau familial, on va dire. C'est la même chose, mais à un niveau plus familial, plus local. Oui, parce qu'on dirait que les transincarnations, c'est un petit peu les frères et sœurs d'une même conscience. Frères et sœurs, c'est tes véritables amis de l'autre côté, c'est ta gang, on dirait au Québec, mais c'est vraiment, c'est tes meilleurs potes de l'autre côté. Quand tu les revois, t'es dans un... D'ailleurs, ce sont les seules et véritables personnes qu'on peut appeler nos flammes jumelles. C'est elles, nos flammes jumelles. Ce sont ces transincarnations. Issues de la même conscience, on est d'accord, issues de la même conscience supérieure. Ouais, vous avez le même papa. Là, tes guides, ils viennent quand même bousculer tout un pan de la spiritualité, puisque... Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on se fourvoie C'est vrai, est-ce qu'on se fourvoie quand on parle de vie antérieure ? On ne devrait pas plutôt parler de vie simultanée ? Non, on se fourvoie. Oui, enfin, t'as raison, elles sont simultanées. Vues de là-haut, elles peuvent être plus ou moins simultanées, mais non, on ne se fourvoie pas. On ne se fourvoie pas parce que ça reste des champs de vie en parallèle. C'est des blocs de vie. Il y en a un dans le passé, un dans le futur. Dans l'autre bloc de vie, il y en a toujours un dans le passé, un dans le futur. Un autre bloc de vie. C'est des blocs de vie successifs. C'est-à-dire que faut comprendre, et c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin complet qui s'appelle Transincarnation. Parce que ça s'explique pas en 5 minutes et demie, mais globalement, faut comprendre que, imagine, on part tous pour une période. Ok, toi, tu vas apprendre des cours de maths. Moi, je vais prendre un cours d'anglais. Toi, tu vas prendre un cours de français. On se retrouve dans la cour de récréation à 10h. Et puis après, toi, tu vas prendre un cours de maths, toi, un cours d'anglais, toi, un cours de français. Est-ce que ça signifie pour autant que vous n'avez pas pris des cours successifs ? Si. Vous avez pris des cours successifs, c'était juste pas les mêmes. C'est la même chose avec ces histoires de réincarnation. La réincarnation, c'est le cours suivant, ce qui ne signifie pas pendant que tu prends un cours que les autres ne prennent pas un autre cours. Donc, ces autres qui prennent un autre cours, imagine que ta famille est dispersée un peu partout dans la même école, mais dans des classes différentes. Vous vous rejoignez à la cour de récré et après, vous allez continuer à prendre un cours. Et c'est ça. Les réincarnations sont les cours successifs. Les transincarnations sont le fait que vous preniez tous des cours en même temps. Et que quand vous êtes à la cour de récré, vous dites, dis donc, je vais te montrer ce qu'elle m'a dit. Viens, on va voir un truc super intéressant. Je vais échanger avec toi. C'est de cet ordre-là. Ça bénéficie à tous, du coup. Tu donnais l'exemple, par exemple, du cours de piano, là. Une transincarnation peut dire, écoute, moi, j'ai pas envie de passer 2 ans à apprendre le piano. Si toi, ça te tente et si ça peut faire partie de ton plan, ce serait cool que tu mettes 20 ans à apprendre. Alors, il met 20 ans à apprendre et vous mettez... un prodige en 3 jours. Alors, c'est vrai que c'est bizarre parce que, en fait, vous saurez jamais si le fait de savoir jouer du piano rapidement vient d'une réincarnation ou d'une transincarnation parce qu'effectivement, ça a le même goût et la même odeur. C'est pour ça que c'est très difficile de distinguer ce qui vient d'une réincarnation de ce qui vient d'une transincarnation. Difficile, oui et non. On parle plutôt d'inné et d'acquis. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. C'est que quand c'est quelque chose qui suit le fil de ton histoire, un peu difficile à expliquer, mais il y a des chances que ça vienne d'une réincarnation. Mais quand c'est quelque chose qui tombe dessus, du genre, ça fait 20 ans que tu fais de la peinture, et puis d'un seul coup tu te dis... Moi, ça me tente plus du tout la peinture. Maintenant, je vais me mettre à l'architecture. Ben ça, par contre, c'est souvent une influence d'une transincarnation. Ça veut dire que ces changements brutaux dans une existence, il y a de fortes chances que ce soit des influences d'une transincarnation. Alors que
quand c'est une influence d'une réincarnation, la seule chose que ça va t'apporter, c'est aussi une expérience acquise à l'avance, mais aussi une capacité à apprendre très rapide. Les changements d'existence dans une vie, ces changements où tu te dis c'est pas possible, du jour au lendemain, tu te réveilles avec ta femme ou ton mari, et tu dis c'est pas le mien. Mais tu sais qu'en fait tu parles ça vient d'une transe. Tu parles à un public averti parce qu'on avait fait une série, on a fait une série tout l'été qui s'appelle Il était une fois le monde avec Cyril de l'Arche du Savoir, et tu viens corroborer à 1000% tout ce qu'il évoque. Il parle du principe fractal, il parle de réincarnation, il parle de vibration maître. Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais il y a ce principe du walking qui vient illustrer à merveille ce dont tu parles. C'est un peu plus de nous-mêmes qui vient en nous-mêmes lors de moments difficiles, traumatiques. Du savoir acquis. Ouais. Oui, le syndrome du savant acquis. Et moi, tout ça, ça me parle. Et c'est là où c'est magique parce que, bon, on ne fait pas exprès, mais tous nos intervenants viennent presque s'infirmer ou se confirmer les uns les autres. On est plus dans la confirmation ces derniers temps et c'est tant mieux. Même si, on évite l'entre-soi le plus possible, ça montre quand même qu'il y a un principe de réalité, qu'il y a vraiment une vérité parmi tant d'autres. Je vais te dire un truc, Rudy. Il y a une trame, mais aucun de tes invités n'a tort ou raison. Ni moi, ni les autres. Parce que on peut décider de règles différentes dans notre existence. Ce que je suis est une règle qu'effectivement tu vas retrouver chez plein de gens, mais il y a toujours d'autres gens qui veulent vivre le scénario de vie terrestre avec d'autres règles, avec d'autres bases. Et ils ont raison. Ouais, mais les grands principes quantiques de fréquence, de vibration, les processus d'incarnation, les processus d'entre-deux-vies qui sont évoqués dans ce bouquin. Oui, tu vas retrouver des trames partout parce que la majorité des terriens ont choisi cette trame-là, mais il y a aussi des terriens qui n'ont pas choisi cette trame-là. Tu parles de réalité quantique, tu sais qu'en réalité quantique, c'est la manière dont tu observes la chose qui va la modifier. L'idée, c'est d'un observateur à l'autre, on peut regarder le même phénomène et voir deux choses différentes. Ce qui est le paradoxe. Oui. Mais c'est déjà le cas. Je veux dire, tu demandes à des gens quelle est la couleur de ça et des fois, vous voyez pas la même couleur. Vous avez les mêmes yeux. Donc, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est dur de dire lui, il a raison et l'autre, il a tort. Parce que tu peux te choisir un scénario d'existence jusqu'à l'au-delà, jusqu'à l'entre-deux-vie, tu peux même écrire parfois, mais ça, c'est des cas un peu particuliers, qui peut être différent. Donc, on peut pas dire que j'ai raison et on peut pas dire qu'ils ont tort. C'est j'ai raison, puis ils ont pas tort. On observe quand même que dans les émissions, il y a une congruence, quoi. Oui. Excuse-moi, Tamara. Je trouve que le choix majoritaire actuellement va plutôt dans le sens de ce que j'ai reçu, oui. Mais ça veut pas dire que les autres ont tort. C'est ça le paradoxe. Et encore que, on a une belle majorité aussi de l'autre côté qui croit tout l'inverse, qui viendrait répondre et soutenir mordicus que tout ce qu'on raconte, c'est du New Age et ce sont des pièges à chaque étape qui nous attendent. Et voilà. Ayez peur. Oui. Alors, vous vivrez ce que vous avez envie de voir. Donc, si vous pensez que c'est un piège, il y a une bonne nouvelle, ça va l'être. Vous aurez raison. Allez, on finit sur ce passage sur la transincarnation qui est passionnant. Je te cite encore une fois, on va en faire pas mal de citations parce que ce livre est tout simplement délicieux. Les interactions sont très nombreuses entre les transincarnations. Lorsque vous vous incarnez et après avoir fait votre plan de vie avec les maîtres d'incarnation, votre conscience supérieure et vos guides, toutes les transincarnations partent en même temps et s'influencent mutuellement, créant des systèmes d'apprentissage ou d'attraction-répulsion en fonction des apprentissages individuels d'une ou plusieurs transincarnations. Effectivement, c'est comme vivre plusieurs vies en même temps. Alors, on a consciemment la nuit un dialogue, on va papoter avec toutes ces transincarnations, tu l'as dit là un peu plus tôt, il y a 5 minutes. Est-ce que on peut y aller aussi consciemment la journée? Parce que alors moi, j'ai envie de dire, ce bouquin, pareil, c'est un grand spoil. Après, on va parler du voile de l'oubli. Il y a un intérêt dans ce voile. Alors déjà, on a passé toutes les histoires de maîtres d'incarnation, des grottes de conversion. Donc non, les grottes de conversion, je veux qu'on en parle. Non, les grottes de conversion, je veux qu'on en parle. Mais c'est après, en plus. C'est trop rigolo, ça. En tout cas, je le répète, j'ai écrit un bouquin complet qui s'appelle Transincarnation et qui ne parle que de ça. Donc, ça va être difficile d'évoquer aussi un bouquin de 300 pages en 5 minutes et demie, tellement le concept est... Il n'est pas révolutionnaire. Moi, au début, je crois que c'était révolutionnaire. Puis, il y a plein de gens qui l'ont lu, qui m'ont dit non, il y a d'autres auteurs qu'on avait parlé avant toi. Bon, pour moi, c'était nouveau au moment où je l'ai écrit. Puis, ça n'allait pas apparemment... j'allais dire dans ce monde spirituel. Pour répondre à ta question, je te dis ça parce que dans le bouquin Transincarnation, il y a des méthodes à la fin qui permettent de communiquer avec ces transincarnations 2 jours.
par des espèces de méditations programmées. Ouais. C'est quand même un chapitre vraiment important à mes yeux, parce que c'est au cœur même de tous les débats. Ils disent aussi à un moment, quant aux âmes jumelles, elles sont sans doute ce qu'il y a de plus proche dans vos transincarnations, et ici elles sont souvent confondues avec les flammes jumelles. Ah oui, parce qu'on s'y perd avec toutes ces relations d'âme finalement. Les flammes jumelles, c'est vous êtes de la même famille, vous avez la même conscience supérieure. La rencontre de flammes jumelles sur Terre est immensément rare. Et j'insiste là-dessus, parce qu'il y a tellement de gens qui disent c'est ma flamme jumelle, c'est mon machin. Oui. La plupart du temps, quand vous prononcez le mot flamme jumelle, en fait, vous parlez d'âmes jumelles. C'est quoi des âmes jumelles? C'est des âmes qui, quand vous construisez votre scénario de vie, vous avez vos frères et sœurs, là, que sont vos transincarnations, mais vous avez aussi d'autres potes. Dans d'autres qui ont d'autres papas et qui ont d'autres consciences supérieures et qui sont vos amis de l'autre côté et avec qui vous dites, tu sais quoi, moi je t'aime tellement, on s'aime tellement qu'à chaque fois qu'on va faire un plan d'incarnation, on sera ensemble. Ça, c'est les âmes jumelles. C'est-à-dire que systématiquement, dans toutes vos vies, vous allez les rencontrer. Dans toutes vos vies. Alors une fois, ce sera votre père, votre mère, votre enfant, votre sœur, votre mari, votre femme. Parce que c'est pas obligatoirement quelqu'un avec qui vous allez vivre maritalement. C'est une relation qui compte et qui est très importante dans votre vie, les âmes jumelles. Mais voilà, c'est ce qui se rapproche le plus des flammes jumelles, effectivement, parce que vous vivez tout le temps avec elles. Mais l'avantage des âmes jumelles, c'est que vous vivrez avec elles dans la même incarnation. Ce qui est extrêmement rarement, et j'insiste là-dessus parce qu'il y a un gros gap là-dedans, extrêmement rare, mais qui existe sur Terre. En tout cas, dans la même dimension, dans le même temps, dans le même espace et dans la même époque. Le dernier qui a fait ça s'appelait Jésus et ses transincarnations, c'était ses apôtres. Mais c'est quand même rare. On peut vivre de très belles histoires d'amour sans pour autant être avec son âme jumelle aussi. Ah bah non, parce qu'il y a aussi les âmes sœurs. Oui. Il y a plein de catégories là-dedans. Et les âmes sœurs sont des gens avec qui on souhaite vivre un espace de son existence pour qu'elles nous apprennent quelque chose et qu'elles disparaissent. Les âmes jumelles ne disparaissent jamais dans ton existence. Tu y penses toujours, ou c'est toujours des amis, ou ce sera toujours ton frère, ta sœur ou ton meilleur pote. Toujours, d'accord? Alors que les âmes sœurs sont des rencontres temporaire dans une existence. Et puis après, donc, on arrive au chapitre 12 et au guide. Donc, on a aussi des guides. Donc, la plupart du temps, attaqué même. Tes guides disent que notre guide principal sera un ancien être humain qui s'est incarné une multitude de fois et qu'il aura été permis à ce même guide de nous servir de guide. Parmi vos autres guides, vous aurez sans doute 1 ou 2 maîtres d'ascension. Pareil, les maîtres d'ascension sont des êtres qui ont évolué sur une multitude d'existences sur Terre principalement. Donc, on a vraiment toute une équipe avec nous au quotidien. On n'est jamais seul. Non, parce que faut que tu comprennes, Rudy, que vivre une incarnation, c'est exactement comme quand on voit un être humain dans l'espace. Sauf que là, c'est toi qui décides de tout. Mais imagine qu'un astronaute dise « je veux aller dans l'espace ». Il peut pas. Il va falloir quand même des gens à la NASA pour contrôler toutes ces constantes, pour contrôler que la mission se passe exactement comme prévu. Ils vont pouvoir l'aider, mais pas faire les choses à sa place. Si le mec il perd son marteau dans l'espace, c'est pas la peine qu'il dise mes guides, mes anges sur Terre à Cap Canaveral, allez chercher le marteau. La seule chose que pourront faire les gens à Cap Canaveral, c'est lui dire regarde, il est par là. C'est la même chose que font les guides. Ils font pas à notre place, ils nous disent regarde, c'est par là. La même chose. Simplement, dans le cas de quelqu'un qui va dans l'espace et qui a une grande équipe sur Terre, nous, c'est l'inverse. On est sur Terre et on a une grande équipe au ciel qui est là pour vérifier que notre mission se passe comme on l'a prévu, nous, et que nos constantes vitales et que nos changements, tout ça se passe comme prévu. Et ils servent à ça, nos guides. Et on les prévient et on les briefe et ils nous briefent et voilà, c'est un grand voyage dans l'espace. Vous inversez un homme dans l'espace et l'équipe sur Terre, et vous vous dites, en fait, c'est l'inverse. Ils sont tous dans l'espace et nous, on est sur Terre. Et vous avez une bonne compréhension de que sont nos guides et surtout à quoi ils servent. Est-ce que la solitude, éventuellement, peut être corrélée avec une proximité plus apparente avec nos guides ? Je reformule en d'autres termes, est-ce que ceux qui sont proches d'énormément d'êtres humains sont peut-être plus éloignés? Est-ce que ceux qui ont tendance à être proches du divin, de là-haut, de leur guide, ont plus tendance éventuellement à être, non pas reclus peut-être, mais Je serais assez d'accord avec toi, tout en disant qu'il y a toujours des exceptions. Évidemment qu'à une époque, pour se rapprocher du divin,
les gens envisageaient ce qu'on appelle une vie monastique, c'est-à-dire ils se mettaient en recul d'une société normale pour vivre avec des gens qui pensaient comme eux ou pour se rapprocher d'un état mystique qui était provoqué dans chacune des religions qui proposaient ça. Mais il y a aussi des gens qui ont été des saints à l'intérieur de populations et qui s'arrangeaient même pour en rencontrer un maximum, ce qui est souvent le cas des maîtres d'ascension d'ailleurs. Jésus, c'est pas quelqu'un qui était reclus dans un cloître et qui refusait de voir du monde. Au contraire, il voulait voir un maximum de personnes parce qu'il était dans l'enseignement. Et ce que j'essaye de te dire, c'est oui, une société où on s'occupe trop des humains, on peut peut-être perdre la dimension divine, mais on peut aussi choisir de perdre un peu la dimension divine pour voir si on est capable de se débrouiller tout seul. On peut se perdre nous-mêmes aussi. Tu parlais d'amour, tu sais que le mot amour est galvaudé, raillé, conspué, sectarisé. J'ai envie de dire qu'il parle de love bombing, on en parlait aussi avec Alexis. Love bombing, c'est devenu une insulte encore pour... Je sais pas ce que c'est. Donc, Mais on a eu un petit commentaire dans ce sens, je sais pas si tu l'as vu, Rudy, qui nous invite un petit peu à préciser cette appellation love bombing parce qu'elle est aussi utilisée dans le cas justement des pervers narcissiques. Oui, mais non. Moi, alors oui, j'ai vu ce commentaire. Dans ce cadre-là, voilà. Nous, c'est pas dans ce cadre-là qu'on l'avait reçu. Hein. Nous, on l'a reçu de la part de France 2, France 3, BFM, TF1, CNews et à peu près une quinzaine d'autres médias lorsqu'on a fait le symposium Exovision. Voilà. Donc c'était le seul argument valable à leurs yeux pour dire qu'on était une secte. Vous expliquer ce que c'est à moi qui ne sais pas du tout ce que c'est. Bombardement d'amour. Témoignage, oui, bombardement. J'ai compris, mais en quoi c'est négatif ou positif En fait, c'est pour te dire les choses simplement, tu vois le sketch de Skippy avec les inconnus. Bon, si t'as pas la référence, mais il faudra que éventuellement tu ailles voir ce petit sketch de quelques minutes par la suite et tu comprendras directement. L'amour, c'est suspect. Ah. C'est comme dire bonjour à Paris, c'est suspect maintenant. C'est devenu triste, mais on en est là. L'amour est suspect parce que le grand séparateur qui est Satan gagne en ce moment, soyons clairs. Même si, vous inquiétez pas, la lumière dans l'ombre creuse le terrain très profondément. Mais c'est suspect parce qu'on vit dans une époque où c'est suspect. Ça dépend des époques. Il y a des époques où c'était l'inverse. Je suis désolé, mais il y a des populations où c'est l'inverse. Tu vas chez les Papous, qui existent encore, tu leur parles de love bombing. Ils vont te dire, mais vous rigolez, il n'y a que ça qui nous unit. Si on n'avait pas ça, on serait rien. Eh ben, c'est ce qu'ils veulent qu'on soit. Ils veulent qu'on soit rien. Ils veulent qu'on soit séparés. Parce que, évidemment, que quand tu es séparé, tu contrôles les gens. Quand tu les crées dans des populations, tu les mets dans des catégories, tu inventes des lettres A, B, C, D, E, F, G, LGBT, tout ce que tu veux, eh ben, tu vas les séparer. Et en les séparant, tu vas les contrôler d'autant mieux. Tu vas créer des castes, tu vas créer des gens qui sont d'accord avec A, B, C, D, E, F, G, et des gens qui seront G, E, F, A, G, J, K. Et ça marche très, très bien. Pour le contrôle de population, ça marche bien. Alors que le love bombing, comme tu dis, il va rassembler les gens. Quelle horreur! On ne crée plus qu'ils soient d'accord entre eux. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va pouvoir les diriger? Comment on va pouvoir leur dire c'est quoi le bien et le mal s'ils sont d'accord entre eux? Ils sont d'accord, mais Sylvain, ils vont bien en plus. Ils sont en bonne santé. On l'a vu avec les expériences incroyables il y a quelques années où on essaye de séparer les générations. N'apporte surtout pas de l'amour à ta grand-mère. Oh, c'est dangereux, tu vas la tuer. Pourquoi les chaînes mainstream vous tombent dessus? C'est parce qu'elles n'ont qu'une envie, c'est de dire c'est quoi la vérité. On voit en ce moment les grands débats avec les fact-checkers qui se font eux-mêmes fact-checker pour s'apercevoir que c'est n'importe quoi. Et que les mecs, ils sont juste dans le sens de la doxa. Vous avez quand même en France la directrice de France 2 qui a dit ce qui est important, c'est pas la vérité, c'est ce qu'on veut que les gens pensent. On se cache plus. Dieu. Mais les mecs, ils se cachent plus. Excuse-moi l'expression, mais Coluche, il disait, ils nous pissent dessus, ils nous font croire qu'il pleut. Il y a un moment, faut arrêter. Et ben, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, effectivement, le love bombing, faut pas en mettre trop, faut pas non plus être en mode bisounours en imaginant qu'il n'y a pas d'ennemis. Moi, j'ai tendance à dire, c'est pas qu'il n'y a pas d'ennemis, c'est qu'il y a des gens que j'ai envie de voir et d'autres que j'ai pas envie de voir. Mais pour autant, ceux que j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie qu'il leur arrive du mal. Parce que c'est ça la vraie nuance. Tu crées un ennemi quand tu veux du mal à quelqu'un. Moi, je veux de mal à personne. Simplement, il y a des gens avec qui je veux bien discuter et d'autres avec qui je vais pas perdre mon temps. Mais je leur veux pas de mal. La notion, elle est là. Vouloir du mal, c'est la première erreur. Quand on demande l'amour divin, c'est pas aller embrasser des terroristes. C'est simplement ne vouloir de mal à personne. Point barre. Je ne veux de mal à personne. Déjà là, tu as fait, j'allais presque dire, l'effort maximal que les humains devraient à minima faire entre eux. Ne pas se vouloir de mal. Ça va dans le sens du aimez-vous les uns les autres de Jésus, mais pas avec l'idée de on va tous s'embrasser, on va être contents. Non, c'est aimez-vous les uns les autres parce qu'il n'y a pas d'autre. Et que votre mission, c'est d'aimer.
Comment voulez-vous vous rapprocher de Dieu si vous avez créé des amis et des ennemis? Il va falloir revenir jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'ennemis. Perdez pas votre temps. Mais, j'insiste, les médias, alors dans toutes les époques plus ou moins, mais particulièrement dans la nôtre, n'ont qu'une envie, c'est de nous dire ce qu'on doit faire, dire, croire et penser. Et l'amour, c'est gênant. Parce que quand on aime, on n'est pas dans la séparation. Et quand on n'est pas dans la séparation, on n'est pas dans le jugement. Et quand on n'est pas dans le jugement, on fait croire qu'on n'a pas d'avis et qu'on est complètement con. Oui, c'est ça, Et trop là, j'ai bon, envie de trop dire, con. heureux les simples d'esprit, ils verront Dieu. C'était pas pour rien, cette parole. Hmm. Le simple d'esprit, c'était peut-être celui qui ne séparait pas les choses. Et lui, il verra Dieu. Effectivement, lui, il va pas être obligé de se réincarner à nouveau pour retomber dans le débat de jusque quand je vais me réincarner. Jusqu'à ce que j'aime. Jusqu'à ce que j'ai atteint l'état d'amour suffisant pour passer à l'étape suivante. Sinon, je reviendrai. Et les archontes, c'est-à-dire les forces opposées à la lumière, n'ont qu'un rêve, c'est qu'on revienne. C'est pour ça que je rigole quand on me dit la lumière, c'est les archontes. Non, 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 c'est le retour sur Terre, le côté archontique. Le côté archontique, c'est le retour sur Terre, parce qu'on n'a pas suffisamment aimé et qu'on est encore resoumis à ses forces jusqu'à ce que Michael les écrase. J'allais dire, jusqu'à ce qu'on arrive à nous-mêmes écraser la tête du serpent. Ensuite, on parle de la vie dans l'au-delà. Tes guides insistent et viennent encore taper à coups de massue, j'ai envie de dire, sur les préjugés, en nous rappelant que le monde dans lequel nous allons après notre existence terrestre est comme un écho du monde et des époques qu'on a déjà connues au préalable. Ils disent qu'au niveau du décor, on y trouvera aussi bien des bâtisses que l'on pourrait qualifier de moyenâgeuses que des bâtiments dont la modernité, les matériaux et la forme ne nous évoquera qu'un futur très lointain. Le monde de l'au-delà est ce qu'il y a de plus proche de ce que vous appelez le paradis. Alors, ce monde de l'au-delà, on l'a déjà aussi un petit peu évoqué en amont. Tu en parles assez longuement. J'ai envie de dire, il y a plein de caricatures sur cet espace. Il y a énormément de romans, de films qui ont été faits. Les scénarios s'en inspirent. Les religions, bien entendu, en ont parlé. Est-ce que toi, tu aurais un message à nous donner? Un message personnel. Donc, on sait que c'est très subjectif, mais toi, comment le vois-tu, cet espace dans l'au-delà, ce pseudo-paradis? En fait, la réponse, elle est, je le répète, de l'autre côté, ce sera un peu comme vous l'imaginez. Et donc, les guides, quand ils m'ont présenté l'au-delà, ils m'ont présenté mon au-delà quelque part. Ils m'ont présenté ce que moi, j'allais voir. Et toi, comment l'imagines-tu alors? Comme décrit là, c'est-à-dire, j'imagine qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'époque, il y a des gens qui habitent dans des trucs à la Hobbit, et puis il y a des gens qui habitent, je le répète, dans des cités de cristal super modernes, avec des capacités de déplacement qui sont même pas à la marche, ils volent. Je l'imagine comme étant un monde de conscience, un monde de non-jugement, et donc il n'y a pas de séparation entre ça c'est du vieux et ça c'est du nouveau. Il y a juste une idée artistique, une idée de goût, une idée d'état de conscience. Ma conscience s'épanouira dans tel environnement, alors je crée cet environnement et j'habite cet environnement. Ou ma conscience peut s'épanouir dans cet environnement, alors je crée cet environnement et je vibre cet environnement. Moi je pense personnellement, et j'insiste sur personnellement, que le décor qui a été décrit dans le film Nos Solars me semble être ce qu'il y a de plus proche de ce que j'ai perçu à travers ce que les guides ont dit. Ça ne veut pas dire que c'est l'unique vérité, mais probablement la mienne. Ouais, c'est intéressant. Alors bon, après, on va sauter des chapitres, bien entendu, les amis. Vous évoquez les maîtres d'incarnation. La 4e, il y avait aussi la 3e qu'on n'a pas évoquée, la 4e revue de vie. Et après, bon, là, on entre dans un endroit qui m'intéresse, la grotte de conversion. Là, et pareil, il est écrit, le choc relatif de votre dernière revue de vie, donc la 4e, passera assez vite dans l'au-delà, mais dès que celle-ci sera terminée, votre guide vous conduira dans un autre lieu. Vous sentirez que ces guides vous amènent ailleurs, un peu comme l'au-delà de l'au-delà. Le décor à proprement parler autour de vous sera enchanteur. Si vos corps spirituels n'ont aucun besoin particulier comme manger ou boire, ils ont besoin d'une énergie spirituelle puissante pour évoluer, et ici, cette énergie semble couler en abondance. Pour faire un parallèle avec votre monde, bien qu'il n'existe pas de mot humain pour décrire ce lieu, disons que vous serez dans une immense prairie où circulent de très nombreuses rivières d'énergie à la fois au sol, mais aussi dans le ciel. Ces rivières d'énergie sont vivantes, vous ressentirez que certaines d'entre elles contiennent l'essence même de nouvelles âmes, de nouvelles consciences, ainsi, certaines de ces rivières seront l'essence même de la volonté divine. C'est très difficile à visualiser. Moi, quand tu parlais, je le voyais parce que je voyais les scènes en même temps que je les écris. J'ai cette chance, mais c'est très difficile à visualiser. D'imaginer
des ruisseaux multicolores, vivants et vibrants qui te passent au-dessus et que tu as cette conscience de dire tiens, des nouvelles âmes arrivent pendant que toi, tu te trimbales dans un champ vivant, je peux pas le dire autrement, un champ d'énergie vivante. C'est pas vraiment de l'herbe, c'est du vivant. Le mot humain serait herbe, mais là-bas, le mot c'est du vivant et même pas de marcher, c'est comme si tu flottais dans ce vivant. Et avec les guides qui t'amènent dans un espace qui, la plupart du temps, est intégré à ce qu'on pourrait appeler une montagne d'énergie, mais qui est une montagne, parce qu'il faut bien employer un mot, il y a un mont dans lequel tu rentres, que tu traverses, pour être plus exact, je ne veux même pas dire que tu rentres, et tu rentres dans une salle qui est d'une lumière... qui est un petit peu l'équivalent de la lumière que tu as connue en arrivant, mais qui semble être partout, qui semble être vivante elle aussi, qui n'est pas un être vivant qui te parle comme à ton arrivée dans la première revue, mais qui est un lieu vivant avec ton guide qui va gentiment poser ce qu'on va appeler la main à un endroit pour faire apparaître un espèce de tableau de cristal où là, tu as l'impression que tu es dans Stargate, vraiment, c'est très particulier. Et où là, on va commencer... On va dire que c'est un petit peu les grottes de conversion, c'est un peu le... Ça m'a semblé être un petit peu le conseiller d'orientation. Voilà, la conseillère d'orientation, ouais. Mais je pense tout le temps au sketch d'un quelqu'un quand tu dis ça, mais bon. En tout cas, c'est un petit peu le conseil d'orientation, ouais, où tu vas faire un grand débriefing déjà, et des gens qui vont venir dans cette grotte et qui vont venir te parler, et puis faire un débriefing de comment eux ont vu ton existence, comment eux ils ont vu ton scénario, ton film, plutôt que toi t'arrêtes pas de t'auto-critiquer, de t'auto-juger, de t'auto-condamner toutes les 5 minutes. Ils vont t'expliquer ça. Et on va te faire des choix. Et on va dire, alors, on continue ou pas? Alors, je vous rassure, on continue toujours parce que comme on ressent à nouveau l'amour de cet être suprême de l'autre côté, je vais quand même pas m'arrêter là. Pas m'arrêter à 10 mètres du plat, tu vois. C'est un peu ça le truc. Mais globalement, on te fait plusieurs choix. Alors, on te dit, si tu as vécu assez d'existence, et j'insiste sur si tu as vécu assez d'existence, on peut te proposer d'être guide. Parce que finalement, regarder la vie de quelqu'un, être à côté de lui, et puis l'assister dans une existence, c'est aussi apprendre, mine de rien. On sait bien, si vous avez déjà vécu dans votre vie, les amis, le métier d'enseignant, qu'on est autant enseigné parfois par ses élèves que par nous-mêmes. Donc, bon, globalement, on peut être guide. Ouais, voilà, attention, hein. Encore une fois, si c'est votre première fois que vous êtes guide, on va vous confier quelqu'un qui vit pas longtemps. Enfin, on va pas vous envoyer tout de suite pour guider une vie qui va durer 90 ans. Il y a de l'entraînement, j'allais dire. Mais globalement, vous pouvez apprendre à être guide. La deuxième solution, on vous demande, vous pouvez aussi apprendre à travers les annales akashiques. Ah, les annales akashiques, c'est l'endroit où est rangé notre ego, là. Alors, les annales akashiques, c'est une sorte de bibliothèque multimédia, on pourrait dire ça comme ça dans notre monde aujourd'hui, où on peut aller lire la vie de plein de gens. Lire. Alors, lire comme un film, mais un film, encore une fois, en 4D, qui est la même qualité de film que celle que vous aurez déjà vue dans vos revues 1, 2, 3, 4, voire plus, si affinité. Et alors là, c'est intéressant parce qu'on peut apprendre aussi. C'est pour vous dire que l'incarnation n'est pas le seul moyen d'apprendre. On le sait. Il y a beaucoup de gens, même vous dans votre vie, si je vous demande les 2 ou 3 films qui ont changé votre vision du monde, vous serez capable de me donner 2 ou 3 noms de films qui ont changé votre vision du monde. Soit, je sais pas, je vais prendre, Matrix, Le Cercle des Poètes Disparus, 7 jours au Tibet, j'en sais rien. Je peux prendre des trucs comme ça, moi, qui m'ont un peu touché. Pourtant, vous n'avez pas vécu ce film. Vous l'avez regardé, mais vous avez appris. Tu parles du Noël de Monsieur Scrooge, le Noël du passé, du futur et du machin, ça vous a donné un petit peu aussi une idée. Ça vous a implanté une morale et une qualité d'amour. Et on apprend à aimer à travers les films. Aujourd'hui, ils nous apprennent plutôt à détester. Hein. C'est pour ça que c'est les archontes qui gagnent. Mais à une époque, on faisait des films pour apprendre aux gens à s'aimer. La vie est belle, avec Roberto Benigni. Ben oui, et c'est pour ça que ces auteurs-là, évidemment... Bon, oui, surtout dans La vie est belle, où il est dans un camp. Donc c'est un très bon film. Mais cette idée de regarder des films pour apprendre est un moyen d'apprendre. Alors, c'est un moyen d'apprendre qui, en plus, est relativement pratique parce que vous n'êtes pas obligé de passer par le voile de l'oubli, vous n'êtes pas obligé de reprendre des corps, vous n'êtes pas obligé de recréer un scénario, j'allais dire. C'est plutôt le côté Netflix. Tu vois, je vais me taper toutes les séries Netflix de tout le monde, je vais aller regarder les 4 vies de Jésus
compliqué d'expliquer ça, mais il n'a pas qu'une seule vie. Dans les annales akashiques, il y en a 4. Sur 4 lignes temporelles, c'est toutes les lignes temporelles à Jésus se sont activées. Donc, en fait, c'est comme s'il avait 4 vies différentes. C'est une exception, mais bon, vous pourrez lire qui a tué Kennedy, vous pourrez faire ce que vous voulez. Voilà. Vous irez voir ce que vous voulez comme film dans le passé, dans le présent et dans le futur. Toutes les séries, vous allez pouvoir vous les prendre et vous allez apprendre comme ça. Et c'est vrai qu'on passe tous par cette période-là où on va lire les annales akashiques parce que c'est un gain de temps phénoménal. Et surtout, comment être scénariste sans avoir regardé de film? Je connais personne, un gamin de 12 ans qui se réveille, qui a jamais vu la télé, qui a jamais vu un film et qui dit « je veux être scénariste ». Oui. Non, il va peut-être être pompier, il va peut-être être cultivateur comme papa, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut déjà avoir vu une tonne de scénarios pour se dire « waouh, génial ». Et tous les réalisateurs vous disent « moi, j'ai été inspiré par Kubrick, par machin, par qui tu veux, mais par Spielberg, peu importe ». Mais globalement, c'est les grands réalisateurs. Donc, c'est ça que vous allez voir. Vous allez lire des existences de grands réalisateurs et peut-être suivre, par exemple, la trame d'une âme qui a bien évolué. Jésus n'a pas été que Jésus. Avant d'être Jésus, il a écrit un film de ses premières incarnations jusqu'à ce qu'il soit Jésus. Donc, vous allez peut-être regarder, oh, putain, il s'est amélioré, quoi. De film en film, le scénario, pam, 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 pam. Et puis, vous allez prendre des notes, quoi. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Le dernier iPhone, là-haut, là, je plaisante. Mais globalement, vous allez prendre des notes dans votre conscience pour préparer votre propre scénario. C'est la version annale akashique, la deuxième. Et puis, effectivement, l'autre choix, le troisième, c'est le choix de s'incarner à nouveau. C'est-à-dire de se remettre à l'épreuve de ce qu'on croit avoir appris théoriquement dans ces méthodes. Parce que, je ne veux pas être vache, mais être guide, encore qu'un guide, ça peut faire un burn-out. Hein. Surtout, mais être guide ou lire les annales akashiques, ça reste très, très théorique. J'ai regardé La Petite Maison dans la Prairie, il faut être comme Charles Ingalls, c'est le meilleur, c'est le plus grand, c'est le plus fort, tu vois. Mais le jour où on te dit, d'accord, dans ce cas-là, tu vas vivre la vie de Charles Ingalls. Viens donc. Et là, c'est là que notre arrogance, semi-arrogance, parce qu'on n'est pas vraiment arrogant de l'autre côté, arrive en disant, facile, je vais me taper toute la série, tac, tac, badaboum, on y va. Et c'est là qu'on commence à commencer à écrire un scénario. Je précise qu'entre-temps, il s'est passé 2000 ans de l'autre côté. Hein. Globalement, on ne va pas dans notre prochaine vie demain matin. On prend vraiment le temps d'y réfléchir, vraiment le temps de se poser, vraiment le temps d'oublier presque notre ancienne existence pour retourner dans la suivante. Donc, pas de panique, vous ne serez pas renvoyé dans la foulée. Sauf un cas de suicide où vous avez prévu le cas de votre propre démission et où vous avez prévu de reglisser dans une vie que vous aurez déjà écrite. Mais Sylvain, il y a aussi des cas, on l'a vu justement, on l'a évoqué avec Alexandre, mais il y a aussi des cas d'enfants qui se souviennent de leurs incarnations précédentes et qui reviennent même dans la même famille. Par exemple, c'était le grand-père, boum, ça y est, c'est le petit-fils. Ouais. Là, c'est assez rapide quand même comme processus, du coup. Non. Non. Eh ben non, c'est pas la même ligne de temps. Ben non. Tu es de l'autre côté. Là, si tu pars dehors, là, tu vas faire 1 kilomètre dehors et tu vas revenir dans ta maison. T'es revenu dans ta maison. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pareil. C'est pas parce que je vais me trimballer dans le futur que je ne peux pas revenir dans le passé. Ce que tu vis en termes d'espace sur Terre, tu peux le vivre en termes de temps de l'autre côté. C'est-à-dire que tu peux décider de passer 3000 ans de l'autre côté pour venir te réincarner. Tu peux même te réincarner la veille de ta mort, voire 50 ans avant, voire te croiser toi-même dans la rue. Faut être un peu tordu. C'est chaud, ça. Mais ça arrive. C'est là où ça devient un peu... Ça arrive. Mais c'est possible. C'est ça que je veux te dire. On s'imagine toujours que tout est très linéaire. Ça, c'est la vision humaine. Je vais me réincarner dans le futur. Je vais me réincarner ma prochaine vie. Non. Tu peux te réincarner 200 ans, 2000 ans auparavant. Tu peux aller sur notre planète si tu veux. C'est encore une exception, ça. Mais peu de gens qui le font. Ou aller dans le futur et revenir après, te réincarner la veille dans la même famille parce que finalement, c'était confortable. Donc, tu vois que ces histoires-là, ça se passe pas vraiment comme tu l'imagines. Mais en tout cas, allez, on va dire que le troisième choix dans la grotte, ce serait de commencer, parce qu'il y a plein de chapitres qui évoquent chacun des étapes pour s'incarner, de commencer un plan de réincarnation. Si on récapépète là, ce qui nous est proposé, c'est de devenir un guide, éventuellement. On a aussi, effectivement, une note donc qu'on voudrait mettre en exergue. Encore une fois, tes guides te disent... De manière générale, aucune conscience ne se réincarne dans une dimension inférieure, donc on entend bien la Terre, sans son consentement.
Alors, il y a sans doute il y a encore, comme je dis toujours, il y a forcément toujours des exceptions à ça. Ce serait une âme qui serait tellement traumatisée par une existence qu'elle se souviendrait même plus qu'elle était volontaire, qui peut être le cas de gens qui écrivent plusieurs vies. Parce que là, je te parle d'un truc où on n'écrit qu'une vie à l'avance, mais il y a des gens qui écrivent 3 ou 4 vies à l'avance parce qu'ils savent très bien qu'une de ces existences peut être tellement traumatique, il faut les replonger assez vite dans le bain. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont prévu de se replonger dans le bain. C'est-à-dire que le coup de pied au cul apparent qu'ils ont pour retourner dans une existence vient en fait d'eux-mêmes, sans qu'ils s'en aperçoivent. Et qu'ils ont dit à un guide, si je pars, tu me renvoies tout de suite dans mon scénario 2, immédiatement. Mais ceux qui l'ont écrit, bon, je répète, ça c'est des exceptions. Mais la règle, c'est-à-dire le 99,9%, est que non, vous ne retournerez pas sur Terre si vous n'êtes pas d'accord. Pas vrai. Donc tous ceux qui disent, enfin en tout cas la majorité des gens qui disent c'est pas possible, on m'a renvoyé un coup de pied dans le cul ici, ça n'est pas vrai. La seule fois où on vous renvoie un coup de pied dans le cul, c'est quand il y a un bug et que vous avez fait demi-tour avant la fin qui était prévue. Ça s'appelle une NDE. Que dise le guide? Ta vie n'est pas terminée, tu n'as pas fini, il faut que tu y retournes. Et on les voit dans les témoignages, le guide dire ton chemin il n'est pas terminé. Mission Limite, on voit un inachevée. parent qui est là en disant mais qu'est-ce que tu fais là? Tu retournes au C'est pas charbon. là, Maurice. On va rester là. Donc vous n'êtes pas renvoyé à coup de pied dans le cul, vous êtes juste renvoyé dans votre scénario en disant t'as l'autre il est dans les coulisses alors qu'il devrait être sur scène. C'est pas mais ça tient du bug dans la matrice. Ça arrive de temps en temps. Parfois même tu as prévu de dire attendez vous êtes gentil. Vous prévoyez une petite récré dans mon existence, là. Vous m'envoyez de l'autre côté, soit dans le coma, soit dans une NDE, mais il faut que je fasse un petit tour, là, parce que sinon, j'y arriverai jamais. Un petit café, on y est retourné. Voilà, et un petit café, je repars. Et t'écris ça dans ton scénario. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens qui font une NDE, c'était prévu qu'ils la fassent. C'est pour ça qu'ils sont accueillis. Et puis, de temps en temps, il y en a un où c'est pas prévu, parce que ça peut arriver. Et c'est à celui-là que tout de suite, il voit même pas sa revue de vie. La plupart des gens qui ont vécu cette expérience-là, à qui on leur redit tout de suite de repartir de l'autre côté, généralement, ils voient même pas leur revue de vie. Il y a tout de suite quelqu'un qui est de l'autre côté qui dit Raymond, tu repars, c'est parti. renvoyez-moi ça, les gars. Bref, et là, oui, je me suis réveillé d'un coup, j'étais dans mon corps. Mais encore une fois, c'est des exceptions. Mais tout ça pour dire, je sais plus où j'en étais. On était à la grotte, hein, tous ces choix qui se présentent à nous. Donc, bon, maître, guide, la réincarnation, bien entendu, nous ne sommes pas forcément obligés. Mis à part de grandes improbabilités et des cas à part, c'est un choix conscient. C'est un choix tout à fait conscient. Et même personnel. Si c'est un choix courageux et parfois présomptueux. On peut devenir aussi professeur. Alors là, on vous laissera lire le livre pour le savoir, sinon on n'aura pas le temps pendant cette émission en 2 heures de tout évoquer. Tu parles aussi de la validation du choix d'incarnation. Alors là, c'est très intéressant. Là, on est obligé un petit peu de s'étendre et de digresser. Il existe bien d'autres possibilités d'incarnation dans différentes galaxies et planètes. Dans ces lieux, bien souvent, la dualité est moins marquée et c'est dans un aspect de bienveillance que les différentes expériences sont travaillées. Il existe aussi des planètes tout aussi duelles que la vôtre, mais où vous souhaitez expérimenter d'autres aspects du corps physique. Sachez que beaucoup de consciences dans l'époque d'écriture de ce livre ont fait le chemin inverse, c'est-à-dire celui de passer d'incarnation dans des mondes moins duels vers le vôtre et dans votre époque pour plusieurs raisons. La première raison est que la dualité est forte. Plus les apprentissages sont profonds et durables, les consciences s'incarnent pour vivre ce moment de transition que vit votre planète en entrant dans une nouvelle ère. Le processus, il est décrit par tes guides pas à pas, hein, ils expliquent les étapes. Donc on a d'abord la validation du choix d'incarnation, la définition des objectifs, la prise en compte des choix de la conscience supérieure et des transincarnations, la prise en compte des choix des âmes jumelles et des âmes sœurs, tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici, le choix de l'époque, le choix des parents, la validation des plans de vie et les choix des guides, la préparation à une nouvelle naissance, la pose du voile de l'oubli et le grand départ. C'est très intéressant. Ça vient encore une fois corroborer énormément de propos qu'on a pu recueillir à travers différentes interventions sur notre antenne. Énormément d'ouvrages que j'ai pu lire moi aussi. D'aucuns diraient, s'ils veulent être malveillants, que tu as copié-collé, tu vois, d'autres ouvrages. En fait, oui, je lis beaucoup, mais j'ai jamais rien lu sur l'entre-deux-vie, si vous voulez savoir. On m'en a parlé après d'hypnothérapeute ou je sais plus qui dont c'est la spécialité. Dans les livres de canalisation, c'est-à-dire que un des premiers trucs que m'ont dit les guides, c'est ne lis plus de livres de canalisation.
À l'époque, j'avais lu tous les Conversations avec Dieu, et puis c'est pour vous parler des guides que j'ai lus en canalisation, c'était Conversations avec Dieu, et puis Aurélia Louise Jones, c'est la série Telos. Mais j'ai rien lu d'autre. C'est-à-dire que j'ai jamais lu un livre de Daniel Leroy, j'ai jamais lu un livre de plein de canaux dans le monde entier, d'Aurélia Louise, enfin c'est Aurélia Louise Jones si, mais Rona Herman, j'ai lu un Crayon, je crois, et encore, c'était le roman qui s'appelle Le Retour. Donc, c'était pas tellement, c'était pas le truc. Donc, globalement, en canalisation, j'ai jamais rien lu. Sur l'entre-deux-vie, après, vous me croyez ou pas, hein. Après, j'oblige pas les gens à me croire ou pas. D'ailleurs, généralement, les guides, ils m'envoient dans des trucs où j'ai rien lu. Comme tu dis, les gens sont pas obligés de me croire. Mais globalement, si vous faites le tour de ma bibliothèque, vous trouverez pas un seul bouquin sur l'entre-deux-vie. Au-delà du fait que les gens ne soient pas obligés de te croire, parce que nous, on te croit bien volant. Après, c'est une question de résonance. Est-ce que ça résonne avec votre cœur ou pas? Sinon, zappez, allez voir autre chose. Il y a l'UFC, il y a Hanouna, il y a Consort. Il y a tout ce qu'il faut à côté en parallèle. Non, c'est surtout... Le fait est que, ok, on est 7, bientôt 8 milliards d'êtres humains sur Terre, et donc il y a de facto 8 milliards de vérités différentes, mais il y a bien un principe de réalité commun, y compris dans l'au-delà. Il y a une trame qui est une règle qui accepte des exceptions. C'est la grande nuance. L'au-delà est une règle qui accepte des exceptions. Même si toutes les étapes que tu as dit, là, entre guillemets, Rudy, sont décrites dans un chapitre spécifique dans le bouquin, mais il y a aussi cette notion de maître d'incarnation. Et là, les maîtres d'incarnation vérifient que notre scénario n'entre pas en concurrence déloyale, j'allais presque dire, avec les autres scénarios. Et le rôle des maîtres d'incarnation, c'est de faire en sorte que tout colle. C'est-à-dire que si nous, on a notre plan individuel, les maîtres d'incarnation détiennent le plan collectif, le plan planétaire, qui n'est pas décidé par nous, qu'on connaît, dans lequel on s'insère. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de s'insérer dans le plan planétaire en ce moment, parce que autant il va y avoir une tonne de catastrophes, autant on vit une époque formidable qui va être celle de la révélation de la lumière. La révélation d'un nouveau monde, la révélation d'une nouvelle ère, une naissance alchimique, j'allais presque dire, d'une humanité consciente. Ça arrive tous les 25 000 ans, comme une équinoxe sur Terre, tu vois, ça arrive régulièrement. Mais les gens veulent voir ça. Les gens veulent voir ça parce que c'est une époque où un corps humain physique va passer d'une vibration qu'on va appeler basse pour donner de niveau, à un niveau de conscience super élevé dans la même existence, ce qui est hyper rare. Ce qu'on vit actuellement. Ce qui est hyper rare. On vit une époque évolutive extrêmement rapide, extrêmement puissante au niveau des énergies de la Terre, mais aujourd'hui, à notre niveau de conscience, j'ai envie de te dire, on est né, admettons qu'on soit né dans les années 60, 70 ou 80, mais regardez les années 60 et où on est aujourd'hui. Regardez la vitesse d'évolution à laquelle on est. Je pense qu'il y a eu plus de progrès en 10 ans, 20 ans que les 200 dernières années. Oui, c'est même 300 dernières années. Faut se rendre compte de cette notion. Alors là, j'en parle au point de vue terrestre, mais ce qui est fait sur Terre a un écho sur nous. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur et inversement. Donc ça veut dire que cette progression, cette hyper rapidité, l'arrivée des IA signifie aussi que nous-mêmes, notre intelligence spirituelle est en train de se mettre à l'œuvre et de travailler de manière automatique, et que donc notre conscience pensante, j'allais dire, commence à perdre la main et va devoir prendre des vacances au profit de quelque chose, j'allais dire, d'un peu plus automatique, mais d'un peu plus connecté au divin. C'est ça qu'on est en train de vivre. Donc forcément, les mecs qui veulent vivre des expériences intéressantes, ils viennent au moment du feu d'artifice, sans savoir s'ils vont assister au feu d'artifice ou s'ils vont partir avant. Mais peu importe, vivre ne serait-ce qu'un an sur Terre dans cette époque, mais ça vaut 5 existences dans d'autres époques. C'est pour ça qu'il y a du monde. Et alors, en parlant de ce grand chef d'orchestre, de cette subjectivité par rapport au fait de voir que c'est prédéfini de telle manière ou de telle manière, il y a quand même un plan, il y a quand même, encore une fois, un principe. Toi-même, tu l'évoques, tu poses la question à tes guides, tu dis, et c'est dans le chapitre concernant le karma, tu poses la question à tes guides, tu dis, cela pose encore ici la question du libre arbitre. Plus on avance, et plus je vois que tout semble précis à la virgule, à part quelques scénarios différents, mais chacun de ces scénarios a une précision assez incroyable. On parle d'horlogerie suisse, là. Enfin, c'est marquant. L'horlogerie interdimensionnelle, ouais. En fait, je vais te dire, tout est prévu
J'ai fait des conférences entières cette année en France pour expliquer ça, parce que c'est ces fameuses notions de ligne temporelle. Ce qui n'est pas prévu, ce qu'on est venu vivre en fait, c'est jamais écrit dans notre scénario comment on va prendre les choses. C'est jamais écrit quel choix on va faire. Mais il est prévu, ce qu'on a prévu, c'est si je réagis comme ça, je vais là. Si je réagis comme ça, je vais là. Si je fais tel choix, je vais là. Et si je fais tel autre choix, je vais là. Je le répète, c'est pour ça que le seul truc qui peut vous donner une idée de ce qui se passe, c'est ces bouquins dont vous êtes le héros. C'est-à-dire ceux qui vous disent, si vous n'êtes pas content, allez page 68. Et si vous êtes heureux, allez page 44. Il n'empêche que la page 68 et la page 44 sont écrites. C'est totalement écrit. Mais c'est pas écrit si vous alliez choisir 44 ou 68. Ça, c'est écrit nulle part. Et ça, c'est votre véritable libre arbitre. Et en fait, ce qui va nous permettre d'être dans notre meilleure vie ou dans la pire, c'est la manière dont on va prendre les choses. Plus vous prenez les choses, entre guillemets, de manière positive en vous disant il n'y a que des crises évolutives dans ce que je suis en train de vivre. Des crises évolutives. Je fais exprès de prononcer le mot crise pour dire que ça passe par des états qui ne sont pas forcément super sympas. C'est ça la notion de crise. Mais je parle de crise évolutive. Plus je vois les choses comme une crise évolutive et plus je vais aller vers la ligne où tout se résout facilement et où j'apprends l'amour avec simplicité, et plus je vais prendre les choses de manière négative et dans la séparation, et plus je vais devoir apprendre de manière, entre guillemets, négative, dans ce que j'appelle moi la vie de merde, excusez-moi l'expression, les choses à grands coups de pied au cul, en me disant, tant que je serai dans la même idée, je vais avoir un souci. Il va falloir que je change, j'ai pas le choix. Il va falloir que je trouve à nouveau quelqu'un d'autre. Il va falloir que je trouve un nouvel ami. Il va falloir que je trouve une nouvelle position, une nouvelle situation, un nouveau métier, un nouveau job, une nouvelle maison pour changer. Et donc, m'obliger à reconnaître qu'en étant comme je suis, en voulant absolument rester dans la même identité, je vais avoir un souci. Parce que changer d'identité, c'est commencer à aimer des choses plus grandes que soi. Les gens qui veulent pas changer sont des gens qui s'aiment extrêmement eux-mêmes et qui ont trop peur d'aimer autre chose qu'eux-mêmes, si on réfléchit bien. À un moment, quand tu lâches prise de l'idée de te dire, je me suis peut-être trompé jusque-là, tu vas te mettre à apprécier et à aimer d'autres choses. Et peut-être même 5 ans après, à te dire, mais quel connard j'étais, quoi. Peut-être qu'on va le dire comme ça sur Terre. Dans le scénario, tout est fait pour te pousser à être le héros, justement, ce livre dont vous êtes le héros. Tout est fait pour te pousser à être le héros qui va à la victoire. Mais le scénario où tu ne vas pas à la victoire est aussi écrit et tu auras quand même appris quelques leçons de toute façon. Aucune vie n'est perdue. Même si tu restes au CP et à la maternelle toute ta vie, au moins tu auras été au CP et à la maternelle. 1 vaut mieux que 0. Mais le livre, il est écrit pour que tu ailles jusqu'à 1000. Mais si tu fais 0,1, elle a déjà servi. Ouais, et sur la notion de choix, j'ai beaucoup apprécié aussi ce que tu as apporté concernant les émotions, où tu nous expliquais qu'il ne s'agit pas tant pour une conscience de maîtriser ces émotions, ce qu'on entend beaucoup, que de les choisir. Et évidemment, ça nous renvoie justement à comment je vais vivre cette situation dans l'amour ou dans la peur. Et j'aime beaucoup ce que ça apporte là, cette responsabilisation de se dire, mais en fait, c'est un choix. On entend beaucoup, et moi-même, j'ai été formée à ça, j'accompagne les gens, etc., sur la notion de maîtrise des émotions, et j'ai trouvé hyper percutant cette vision-là, de se dire, mais sortons de allons même encore un peu plus haut. Au-delà de maîtriser, il s'agit surtout de choisir. La notion de maîtrise des émotions, elle reste juste en développement personnel de manière générale, et pourquoi pas. Mais elle implique aussi une notion que j'aime pas, qui est la manipulation. C'est de la manipulation pour moi. Gérer ses émotions, c'est tu t'auto-manipules. Je sais pas comment le dire. Tu camoufles ? Non, ouais, ça c'est du contrôle. C'est pas pareil. Contrôler tes émotions, tu vois, les restreindre. Ouais, mais contrôle ou maîtrise, c'est un peu ça. Choisir une émotion, c'est prendre peut-être un peu de recul et se dire la chose suivante. Est-ce que je suis obligé de le prendre comme ça ? C'est pas se répéter, je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. C'est vraiment de se dire, est-ce que je suis obligé de le prendre comme ça ? Et de reculer. Et peut-être aussi de se dire parfois, est-ce que tout le monde le vit comme moi ? Est-ce que tout le monde le vit comme je le vis moi ? Parce que là aussi, les autres, ils sont là aussi pour être l'exemple de ce qu'on veut ou de ce qu'on veut pas. Encore une fois, on est quand même dans ce choix-là. Et de se dire, c'est bizarre, quoi. Il y a des gens comme ça, quand ils reçoivent une lettre où c'est écrit République française dessus, ils n'ont pas ouvert la lettre, qui sont dans un état pitoyable. Putain, c'est quoi encore ce bordel ? C'est rarement des lettres d'amour aussi, Sylvain. Ouais, je sais, mais en même temps, il y a d'autres personnes qui regardent la lettre en disant, ça y est, il y a Guignol qui m'a écrit, on va encore bien rigoler. Et c'est la même lettre. Mais pourquoi il y en a un qui dit on va bien rigoler et l'autre qui dit putain je me retrouve en tôle pour un truc que j'ai pas fait.
Globalement, c'est ça. En fait, le choix d'émotion, c'est de se dire, est-ce que je vais voir une nouvelle crise évolutive ou est-ce que je vais voir une crise tout court? Si je vois une crise tout court, je vais la vivre et je vais apprendre à travers la crise. Mais si je vois une crise évolutive et que je dis, ah, génial, que me propose la vie pour aller vers mieux, Alors, je suis en train de te dire ça, mais évidemment qu'au quotidien, ce que je suis en train de te dire, des fois, tu vas y arriver, puis des fois, tu vas te planter. Moi aussi, je me fais avoir tout le temps par ce genre de truc. Mais l'idée, elle est quand même là. Et c'est ça, choisir ses émotions. C'est-à-dire, plus tu vieillis et plus tu te dis, excuse-moi l'expression, mais ils vont pas me faire un deuxième trou du cul. Globalement, c'est pas grave. Tu vois, quand tu es jeune et que tu as un accident avec ta voiture, tu as l'impression qu'on a touché ta vie. Tu as envie de défoncer le mec qui éventuellement t'a fait une rayure. Mais enfin, quand tu arrives à 50, 60 ans, tu te dis, c'est bon, quoi. C'est une rayure, c'est de la tôle, c'est machin, c'est chiant, mais on va passer. Eh bien, si on arrivait à faire ça à 20 ans, on serait les rois du monde. Pardonner à la mort, l'entre-deux-vie aux éditions Atlante, en rupture de stock, quoique bientôt disponible à nouveau apparemment. On a évoqué ce dialogue entre Sylvain et ses guides. On a pu passer en revue quelques chapitres. Il y en a qu'on a survolé, voire qu'on a totalement éludé, donc je les citerai rapidement. On a éludé le choix du karma, le choix des parents et des guides. Dans ce livre aussi, tu parles du voile de l'oubli, en précisant aussi que la vie continue. Et bien entendu, l'au-delà des autres règnes. Donc tu parles des animaux. Et il y a une petite capsule par rapport aux morts violentes. On vous invite tous à aller lire cet ouvrage. Moi, je tenais aussi à remercier les membres qui nous ont rejoints et qui profitent, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont rejoints et qui ne profitent pas du fait de poser leurs questions en amont avant les enregistrements. C'est ceux qui ont rejoint les co-créateurs en l'occurrence. Et on avait donc 2 questions, une de Cédric Smash et une autre d'Assina Madani. Alors on y a répondu dans les grandes lignes, mais bon, je vais quand même les lire. Si nous lisons Serge Boutboul et bien d'autres, notre vraie maison n'est pas dans cette matrice. Et si nous faisons également référence aux expériences de Amy et en leurs témoignages qui rapportent un bien-être, une liberté, etc., le titre, Sylvain, ne serait-il pas plutôt Pardonner à la vie? En fait, dans le dernier chapitre du livre, on a la réponse. Le livre s'appelle Pardonner à la mort parce que pendant qu'on est vivant, on a tous peur de la mort, sans s'apercevoir finalement que ce qu'on appelle la mort, c'est le passage le plus facile. On retourne vers le mieux, vers la non-dualité, vers notre maison, vers le fait de prendre notre temps et de faire ce qu'on veut. Je peux pas le dire autrement, sans que ce soit le monde des bisounours non plus. Mais globalement, ça va. Alors que revenir dans la vie, c'est accepter de passer par l'involution et pas l'évolution. On passe par une involution pour évoluer. C'est-à-dire que globalement, on va dans un monde où tout est plus difficile, plus pénible, plus compliqué pour y arriver. Et en fait, la conclusion du livre, et les guides le disent, c'est on appelle ce bouquin Pardonner à la mort parce que vous avez du mal à pardonner à la mort. Mais en fait, après l'avoir lu, tu t'aperçois que ce qui est plus dur, c'est pas de pardonner à la mort, c'est facile la mort. C'est pardonner à la vie. Pardonner à la vie de toutes les épreuves qu'elle nous fait vivre en s'apercevant qu'en fait, on a écrit tout ça. Et pardonner à la vie, c'est se pardonner à soi-même. Je ne sais pas pourquoi je me suis écrit ces plans-là. Enfin si, j'ai écrit ça pour évoluer. Je ne sais pas pourquoi je vis cette épreuve-là. Si, je le sais maintenant. J'ai choisi cette épreuve parce que je le vois peut-être pas, mais il y a de l'amour pour moi ou pour une de mes transincarnations, parce que des fois, on vit des épreuves qui sont pas pour nous, mais pour quelqu'un qui est dans un autre temps et un autre espace. Alors j'accepte que je suis parti en mission. J'accepte d'avoir choisi de faire mes études dans cette école-là. Parce qu'on est tous comme ça, quand on est au lycée et qu'on a choisi un métier, ou quand tu es à la fac et que tu as choisi un métier, tu te dis, putain, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi de passer mes soirées à étudier des cours de 400 pages, quoi? Qu'est-ce qui m'a pris? Mais quand tu fais le métier à la fin, tu te dis, ouais, tant mieux, c'était chiant à l'école, mais je suis bien content, parce qu'aujourd'hui, j'ai un métier qui me plaît, je fais des trucs sympas. C'est pareil. Donc, tu vois, pardonner à la vie, effectivement, elle a raison, c'est je me pardonne d'avoir choisi cette école qui est compliquée. Et elle a raison. Le pardonner à la mort, c'est parce que pendant qu'on est vivant, on a peur de la mort, et heureusement parce que ça nous maintient en vie, mine de rien, mais qu'en vérité, cette peur de la mort, elle est inutile. Pardonner à la mort, c'est extrêmement simple. C'était la question de Cédric Smash en l'occurrence, et tu viens de répondre aussi à la question de Hassina Madani, qui est une question rhétorique. Elle disait « Pardonner, remercier, car sans la mort, aurions-nous les obstacles qu'on connaît ici-bas pour progresser spirituellement ?» On y a répondu tout au long de cette émission. On pourrait progresser, je vous l'ai dit, en étant professeur, guide et lire les annales akashiques, mais c'est comme tout dans la vie. L'expérience est vraiment la méthode la plus rapide d'apprentissage.
Rien ne vaut une bonne petite expérience sur Planète Terre. Oui, on en Oui, redemande. mais tu sais que tu peux regarder 43 vidéos ou tutos pour poser du carrelage. Tant que tu n'as pas posé du carrelage en 3D, tu comprends que dalle. Dans la pratique, c'est le meilleur apprentissage dans toutes les matières. Effectivement, on est à l'unanimité d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Sylvain, d'être venu. J'apprécie encore une fois énormément ta présence, tu le sais. Merci à vous. On est en joie vraiment d'avoir des invités aussi qualitatifs. Voilà, même si le terme est... On a de la chance. on s'est écrit un bon scénario, Rudy. Hein. On a réussi à se croiser dans notre scénario et ben moi, je vous remercie de ce temps que vous m'avez accordé sur votre chaîne qui est précieux aussi. C'est un délicieux moment, Sylvain. Vraiment, merci beaucoup. amdessine.com, la plateforme de référencement pour les thérapeutes quantiques et holistiques. Vous connaissez la chanson, vous pouvez nous rejoindre à tout moment ou chercher des thérapeutes à proximité de chez vous sur notre plateforme qui a fortement évolué ces derniers mois. On se donne rendez-vous à très bientôt. Ciao, bye.